Curiosité.net d'Octave Mirbeau, conte Grand 1. Lecture Alain Bernard, illustration musicale. Ouverture du Barbier de Séville. Rossini. Licence Musopen. Enfin seul. Je possède un oiseau très bizarre. Il s'appelle Nicolas. Et voilà pourquoi. Comme j'avais convoqué une assemblée internationale, d'aucuns disent congrès, de très savants ornithologistes, pour déterminer l'espèce de ce volatile inconnu, l'un de ces hommes de science déclara « C'est un inicolore ». La femme de basse-cour qui assistait à la réunion entendit « C'est un Nicolas ». Et aussitôt elle alla par le village colporter la bonne nouvelle « C'est un Nicolas, c'est un Nicolas », et le nom resta à l'oiseau. Ainsi se propagent les erreurs et les mensonges dont vivent les hommes. Car ce n'était pas un inicolore, comme vous le pensez bien, et comme vous le verrez par la suite de cette véridique histoire. Une matinée, j'avais vu cet oiseau dans le jardin, mêlé aux moineaux et aux pinsons, avec qui il semblait faire bon ménage. C'était un admirable oiseau, d'un jaune resplendissant. Il avait un bec puissant et terrible, la tête et le col d'un noir de velours, deux petits yeux rouges, pareils à deux petites perles de corail. Il était de la grosseur d'un jeune merle. D'où venait-il? Ah, voilà. Bien que je ne sois pas savant en ornithologie, je jugeai tout de suite que cet oiseau n'était de nos pays. Rien qu'à sa parure trop éclatante, et comment dirais-je, rastaquérique, il n'y avait pas à douter qu'il fût étranger. À sa familiarité, à ses allures peu farouches, quand je m'approchai de l'arbre où il perchait, il n'y avait pas non plus à douter qu'il se fût échappé d'une volière. Naturellement, j'avais d'abord songé à lui tirer un coup de fusil. La première idée qui nous vient, devant une chose belle et que l'on ignore, c'est de la détruire. Et puis, pour un Français vraiment patriote, et qui chaque matin lit avidement le petit journal, d'être étranger, cela ne constitue-t-il pas, même pour un oiseau, le plus grand des crimes? Tout au moins la plus ineffaçable des tares. Je réfléchis en outre, ayant remarqué la courbe décriée de son bec, que cet oiseau pouvait bien être juif, ou la juiverie ne va-t-elle pas se nicher? Mais les oiseaux ont d'autres idées que nous. Ils entendent le patriotisme à leur façon, et ils ne savent pas encore toutes les beautés de l'antisémitisme. Ce sont des personnages peu cultivés, en somme. Ceux de mon jardin avaient accueilli l'ennemi, sinon avec amitié, du moins avec déférence. Ils lui laissaient partager leurs ébats dans les marronniers, et manger au même bémur. Après tout, ça les regarde, me dis-je. Et je pris le parti de faire comme avaient fait mes moineaux et mes pinsons, et d'accepter cet étranger dans le jardin. Que voulez-vous, je ne suis pas un héros. Le petit journal est un journal républicain, conservateur et anti-Dreyfusard. L'automne approchait, un automne pluvieux et froid. Et voici que le pauvre Nicolas devenait frileux, triste et abandonné. Les oiseaux de passage étaient partis. Il n'y avait plus de huppes, plus de loriots, plus d'hirondelles. Presque toute la journée, il restait perché sur une branche d'acacia, enflant ses plumes ternies, le dos rond, comme ces poitrinaires dans les hospices qui viennent caresser, aux rayons de leur dernier soleil, leur toute prochaine agonie. Je pensais que Nicolas était sans doute un exilé des pays chauds, un oiseau de soleil et de lumière, et que l'hiver allait le tuer, l'horrible hiver, tuer de petits oiseaux. Que faire pour lui trouver un abri pendant la mauvaise saison? À force d'astuce et de patience, je le capturai et je l'installai aussi confortablement que possible dans une vaste cage, pourvue de tout ce dont a besoin un oiseau moderne. Et aussitôt il redevint joyeux et brillant. Et il se mit à chanter. À chanter. Oh, ce chant! Je n'oublierai jamais l'impression qu'il me fit. C'était un chant étrangement rauque, guttural et pourtant sonore. Cela tenait de la flûte, du tambour, de la locomotive, des grincements de porte. Un chant de guerre ou de scalp, comme on en les sauvages de l'Afrique et les anthropophages de l'Australie. Un chant de nègre, pour tout dire, sans réticence. Car il n'était pas juif, cet infortuné Nicolas. Il était nègre, on n'en pouvait plus douter. Mais j'ai déjà, il me semble, raconté quelque part ces choses passionnantes et mystérieuses, et comment
Il advint qu'une fois en cage, Nicolas se mit à construire avec des brindilles de raffia et des bouts de ruban des monuments extraordinaires et compliqués, et comme les architectes blancs en construisent à l'époque des expositions universelles. Des années se passèrent, Nicolas butinait et chantait. Je ne veux pas revenir sur des particularités très intéressantes que j'ai relatées jadis, et qui m'ont valu des correspondances actives avec les plus vieilles demoiselles et les plus savants naturalistes du globe. L'été, je donnais à Nicolas la liberté, ou presque, dans une magnifique volière où poussaient quelques cépées de chêne et de coudriers, ce qui lui procurait l'illusion de forêt profonde. L'hiver, il réintégrait sa cage, où il se livrait à toutes sortes d'architectures, et où il chantait comme un perdu. Et tout allait ainsi, le mieux du monde. J'ignorais toujours ce qu'était Nicolas. En vain, j'avais interrogé d'universels savants, et les plus extravagants d'entre les explorateurs centrafricains ou extra-tibétains. Ils ne savaient rien. Le prince d'Orléans, Henri d'Orléans, 1867-1901, explorateur, prétendait que c'était une espèce de serin, sans doute serin constructor, mais je ne pouvais l'assurer. Je commençais à croire que Nicolas n'était pas un oiseau, mais bien une fée, quand tout dernièrement j'appris du général Archinard, on ne s'avise pas de tout, que Nicolas était un tisserand cap de mort, que c'était bon, très bon à manger, et qu'au Sénégal, d'où cet oiseau était originaire, le dit général en avait mangé qui était aussi succulent et d'un aussi agréable fumé que de jeunes nègres. Et voici ce qui arriva. Dès que je sus quelle était enfin l'espèce à laquelle appartenait Nicolas, je n'eus de repos que par une manie de vieille femme ou de curé, je lui eusse donné une compagne, ainsi que Dieu aima Adam dans le paradis terrestre, s'il faut en croire la Genèse. Mais si les tisserands mâles sont rares, les femelles le sont bien plus encore. Je m'adressai à tous les marchands d'oiseaux de l'Europe sans succès. On n'en avait plus vu depuis longtemps. Peut-être le général Archinard les avait-il toutes mangées. Enfin, il y a un mois, j'en reçus une d'Anvers. Elle paraissait sémillante et fort jolie, jeune à souhait, et coquette à miracle. Heureux, Nicolas, dis-je. Et j'introduisis la jolie oiselle dans la cage. Mais, à ma grande stupéfaction, Nicolas manifesta une vive colère. Il hérissa ses plumes, et son œil rouge devint violet. Puis, il se précipita sur sa compagne qu'il bourra de coups de bec furieux. Je crus d'abord qu'il allait la tuer. La pauvre petite, qui s'attendait évidemment à un autre accueil, voltait dans la cage pour échapper aux brutalités de Nicolas et se meurtrissait les ailes aux barreaux. Puis, le premier moment de colère passé, Nicolas devint nettement méprisant. Il affecta de ne pas la voir, de ne pas même savoir qu'elle était là, et il lui tourna le dos. Ils vécurent ainsi durant 15 jours. Elle n'osait plus bouger, et c'est timidement, avec toutes sortes de ruses et de détours, qu'elle allait manger son chènevis et son mil. Lui ne chantait plus. Morose et triste, ou plutôt honteux, il ne quittait jamais son perchoir, où il restait immobile, le dos rond et les plumes bouffantes. Et il ne chantait plus, s'obstinait à ne plus chanter quand par hasard elle approchait un peu trop près de lui. D'un coup sec, sans bouger de place, il lui donnait du bec dans la tête, affectant, même en cette correction, de ne pas la regarder. Et je sentais son petit regard rouge sur moi, son petit regard chargé de reproches, et qui semblait me dire « Ah, tu veux que je chante? Eh bien, jamais plus je ne chanterai. » Je fus obligé de lui retirer cette jolie femelle, car il dépérissait, ne mangeait presque plus, oubliait d'aiguiser son bec et de prendre son bain quotidien. C'est aujourd'hui que je me suis décidé à ce divorce, et quand j'eus refermé la porte de la cage, et que Nicolas eut compris qu'il était enfin seul, alors il entonna un chant de victoire, plus étrangement rauque et guttural que jamais. Et parmi des dents inouïes, des bamboulades désordonnées, ce chant qui donnait de la flûte, du tambour, de la locomotive, du grincement de la porte, du déchirement de la toile, se prolongea, sans un arrêt, jusqu'au soir. Annexe. Octave Mirbeau, 1848-1917, a été un journaliste très prolixe. Il publia près de 1400 articles dans des dizaines de journaux. Les 3 articles qui suivent sont intéressants par les thèmes que Mirbeau ressassera dans ses contes.
L'école de l'assassinat. Je suis allé dimanche dans un village des environs de Paris dont c'était la fête patronale. Sur la grande place décorée de feuillages, d'arcs fleuris, de mâts pavoisés, étaient réunis tous les genres d'amusements en usage dans ces sortes de réjouissances populaires. Et sous l'œil paternel des autorités locales, une foule de braves gens se divertissait. Ah, quels braves gens! Les chevaux de bois, les montagnes russes, les balançoires n'attiraient que fort peu de monde. En vain les orgues nasillaient les airs les plus gais et les plus séduisantes ritournelles. D'autres plaisirs, mieux appropriés au goût moderne, requéraient cette foule en fête. Les uns tiraient à la carabine ou à l'arbalète, sur des cibles figurant des visages humains. Les autres assommaient à coups de balles des marionnettes rangées sur des barres de bois. Cela frappait à coups de maillet sur un ressort qui faisait mouvoir un marin français, lequel allait transpercer de sa baïonnette, à l'autre bout d'une planche, la poitrine d'un lamentable Chinois. Partout, sous les tentes et dans les petites boutiques illuminées, des simulacres de mort, des parodies de massacres, des représentations d'hécatombes, et ces braves gens étaient heureux. Je remarquai même que ces divertissements pacifiques ont, depuis quelques années, pris une extension considérable. La joie de tuer est devenue plus grande à mesure que les mœurs vont s'adoucissant. Car les mœurs s'adoucissent, du moins les plus éminents chroniqueurs l'affirment. Aussi, l'imagination des forains, sous l'influence de cette douceur, en est-elle arrivée à donner au jeu champêtre une exclusive apparence de vrai meurtre qui est bien plus engageante et louable. C'est charmant. Autrefois, alors que nous étions encore des sauvages, sans doute, les tirs dominicaux étaient d'une pauvreté, d'une froideur répugnante. Il manquait vraiment de suggestion. On ne tuait que des pipes et des coqs d'œufs, dansant au bout des jets d'eau. Dans les établissements les mieux installés, il y avait bien des oiseaux, mais ils étaient de plâtre. Et le plâtre, il faut le reconnaître, ne donne pas la moindre illusion du sang. Tuer du plâtre, ce n'est pas tuer de la vie, c'est même ne rien tuer du tout. Le plâtre ne se tord pas, ne râle pas. On ne peut obtenir de lui quelque chose qui ressemble à une convulsion d'agonie. Quel régal à cela, je vous le demande. Aujourd'hui, le progrès est venu. Il est loisible à tout honnête homme de se procurer, pour 2 sous le coup, l'émotion délicieuse et civilisatrice de l'assassinat. Encore y gagne-t-on, par-dessus le marché, des assiettes peintes et des vases de verre coloriés. Aux pipes, aux oiseaux, à ces objets inertes, qui se cassent bêtement sans rien vous suggérer, on a substitué des figures d'hommes, de femmes, d'enfants, soigneusement habillés. Puis on a fait remuer ces figures, on les a fait marcher. Au moyen d'un ingénieux mécanisme, elles se promènent ou fuient, seules ou par groupe. On les voit apparaître dans ce paysage en décor, escalader des murs, entrer dans des donjons, dégringoler par des fenêtres, sortir par des trappes. Elles fonctionnent comme des êtres réels, ont des mouvements du bras, de la jambe, de la tête. Vraiment, l'on peut s'imaginer qu'elles ont une âme, une intelligence, qu'elles sont vivantes. Enfin, quelques-unes prennent des attitudes pathétiques. Elles semblent dire « Grâce, ne me tue pas ». La sensation est exquise de penser que l'on va tuer des choses qui bougent, qui avancent, qui semblent parler, qui supplient. En dirigeant contre elles la carabine ou le pistolet, il vous vient à la bouche comme un petit goût de sang. Aussi, quelle joie quand la balle décapite ces semblants d'hommes! Quel trépignement lorsque la flèche crève les poitrines de carton et couche par terre les corps inanimés dans des positions de cadavres! Chacun s'excite, s'encourage, s'acharne. On n'entend que des mots de destruction et de mort. Crève-le! Il a son affaire! Vise-le à l'œil, ce cochon-là! Autant il reste indifférent, sans passion, devant les canons et les pipes. Autant il s'exalte si le but est représenté par une figuration humaine. Les maladroits s'en colèrent, non contre leur maladresse, mais contre la marionnette qu'ils ont manquée. Ils la couvrent d'injures ignobles, la traitent de lâche lorsqu'elle disparaît derrière la porte du donjon. Viens-y donc! Et ils recommencent à tirer dessus avec rage, jusqu'à ce qu'ils l'aient tuée. Examinez-les. En ce moment, ce sont bien des assassins, mus par le seul désir mystérieux de tuer. La brute homicide qui tout à l'heure dormait au fond de leur tête, de leur être, s'est réveillée, fatale et farouche, devant cette illusion qu'ils vont détruire quelque chose qui vivait. Car pour eux, le petit bonhomme en canon qui passe et repasse n'est plus un joujou, un morceau de matière inerte sur lequel doit s'exercer leur adresse.
À le voir passer et repasser inconsciemment, il lui prête une chaleur de circulation, une sensibilité de chair, une pensée, une volonté, toutes choses qu'il est si âprement doux d'anéantir, si délicieusement féroce de sentir s'égoutter par des plaies que vous avez faites. Ils vont même jusqu'à le gratifier d'opinions politiques ou religieuses qu'ils abhorrent, afin d'ajouter une haine particulière à cette haine générale de la vie, et doubler ainsi d'une vengeance savourée l'instinctif plaisir de tuer. Examinez-les. Dans leurs yeux luit la folie hideuse du meurtre. Ah, ils s'amusent, je vous en réponds, ces braves gens. Lorsque je lis quelque part qu'un homme a été condamné à mort parce qu'il a tué, cela me semble toujours une chose extraordinaire et d'une déroutante injustice. Je comprendrais qu'on condamne à mourir les gens qui se refusent à tuer. Ce sont des réfractaires au devoir social. Mais guillotiner ceux qui tuent, est-ce point d'un illogisme et d'une prétention qui confinent à la folie, en une société telle que l'ont faite les lois, les habitudes, les éducations, les religions? Le besoin de tuer naît chez l'homme avec le besoin de manger et se confond avec lui. Ce besoin instinctif, qui est la base, le moteur de tous les organismes vivants, l'éducation le développe au lieu de le réfréner, les religions le sanctifient au lieu de le maudire, tout se coalise pour en faire le pivot sur lequel tourne la société. Dès que l'homme s'éveille à la conscience, on lui insuffle l'esprit du meurtre dans le cerveau. Le meurtre grandit jusqu'au devoir, popularisé jusqu'à l'héroïsme, l'accompagnera dans tous les stades de la vie. On lui fera adorer des dieux, dont les distractions se plaisent au cataclysme et qui fauchent les peuples comme des champs de blé. On ne lui fera respecter que des héros, tout rouges de sang humain. Les vertus par où il s'élèvera au-dessus des autres, par quoi il espérera conquérir la gloire, la fortune, l'amour, comme le courage par exemple, s'appuieront uniquement sur le meurtre. Il trouvera dans la guerre la suprême synthèse de l'éternelle et universelle folie du meurtre régularisé, bureaucratisé, du meurtre obligatoire, considéré comme une nécessité à laquelle il n'a pas le droit de se soustraire, du meurtre vers lequel il ne se sent pas entraîné par l'assouvissement d'une vengeance, d'un vice, et la satisfaction d'un intérêt ou l'horrible joie d'un plaisir physiologique, du meurtre enfin, qui est une fonction sociale. Où qu'il aille, quoi qu'il fasse, toujours il verra ce mot, meurtre, immortellement inscrit au fronton de ce vaste abattoir qui s'appelle l'humanité. Alors cet homme à qui vous avez inculqué le mépris de la vie humaine, que vous vouez à l'assassinat, quand c'est votre bon plaisir, pourquoi voulez-vous qu'il recule devant le meurtre, quand c'est son intérêt de tuer? Au nom de quel droit, de quel principe, la société va-t-elle condamner des assassins comme Pranzini et ce terrible Hoyos, qui n'ont fait en réalité que se conformer aux lois homicides qu'elle édicte et suivre les exemples sanglants qu'elle nous donne? Ces bandits, du moins, avaient une excuse supérieure à celle que pourraient invoquer Napoléon et Bismarck. Nous n'avons pas fait les lois, dirait-il. Nous ne sommes pour rien dans les constitutions sociales. Qu'est-ce que vous voulez? Un jour, vous nous dites de tuer. Vous nous forcez à assommer un tas de gens que nous ne connaissons pas, contre lesquels nous n'avons pas de haine. Et plus nous tuons, plus vous nous décorez. Un autre jour, confiants dans votre protection, nous égorgeons des êtres, parce que nous désirons leur argent, leurs femmes, que sais-je. Nous avons une raison, enfin. Et vos gendarmes viennent nous arrêter. Hier cela vous plaît, aujourd'hui cela vous déplaît. Il faudrait pourtant s'entendre. Article paru le 23 juin dans le Figaro, 1889. Deuxième conte, ou deuxième réflexion. En écoutant la rue, nous étions réunis quelques amis, artistes et poètes, et nous causions de ce qui, en ce moment de très particulière folie, préoccupe le monde. Au dehors, dans la rue,
La foule roulait ses vagues, déferlantes et hurlantes. Les murs des maisons en étaient ébranlés. Les glaces des appartements vibraient comme des orgues. Mais aucune clameur de menace ne montait de cette tempête humaine. Rien que des cris pacifiques, des acclamations joyeuses. Et ces acclamations étaient si notoirement, si merveilleusement joyeuses, que plusieurs, parmi ceux qui les poussaient, mouraient étouffés, congestionnés ou piétinés, afin de bien démontrer le désir de paix de la France. Quelqu'un dit: si un empereur encore tout imprégné des rudes idées du Moyen Âge, ou un roi près de la faillite, ou un ambitieux quelconque, comptait sur ces fêtes et sur notre enthousiasme provocateur pour y trouver un prétexte à déchaîner sur nous la guerre, je crois qu'il s'est grossièrement trompé. Le mouvement est donné, le courant établi, il va vers les grandes lumières de la paix. Et celui qui tenterait de détourner sa marche serait bien mal avisé, j'imagine. D'ailleurs, moi je crois que la guerre est impossible aujourd'hui. L'un de nous objecta. Tout le monde la prépare, tout le monde la désire. Oui, mais personne n'ose la déclarer. Et voici pourquoi. Aucune armée n'est prête à se battre. J'ai suivi cette année les grandes manœuvres. Rien dans cette opération n'est laissé au hasard. Tout y est prévu, calculé, combiné. La victoire comme la défaite, selon des ordonnances préalablement fixées dans les bureaux du ministère. Les masses humaines qu'on y fait évoluer sont relativement peu embarrassantes. 30 000 hommes, inférieurs de beaucoup à ce qu'elles seraient en temps de guerre. Tous les services devraient fonctionner à merveille. Eh bien, nous crevions de faim. Les distributions de vivres n'avaient lieu la plupart du temps qu'à minuit. Jamais l'intendance n'arrivait à l'heure. Notez qu'en Allemagne, c'est la même chose. Imaginez une guerre et 500 000 hommes de chaque côté seulement. Or, si l'intendance est incapable de ravitailler 30 000 soldats, comment fera-t-elle pour en nourrir 500 000, alors qu'il lui faudra compter sur l'imprévu? Je vois très bien ceci. Le combat cessant, faute de combattants, nous ne pouvons nous figurer les surprises de tout genre que nous réserve le maniement de ces innombrables armées. Croyez bien que les spécialistes se rendent compte de ces difficultés techniques et que cette terrible inconnue de l'armée moderne n'est pas sans glacer un peu leur enthousiasme. Mais il y a une autre raison. Il y a quelques années, j'étais de passage à Cherbourg. Ce jour-là, justement, on y faisait des expériences de mélinite. J'obtins d'y assister. Un grand ponton, une immense ancienne frégate de 4000 tonnes, avait été conduite au large. On tira sur elle un seul obus chargé de mélinite. L'obus atteignit le ponton en plein bordage. Lorsque la fumée fut dissipée, je ne vis plus rien sur la mer. Le ponton avait disparu, s'était évanoui comme une trappe de ferry. Ce n'est que quelques minutes après la terrible secousse que je pus apercevoir des débris émiettés, des épaves déchiquetées flottant sur les eaux redevenues calmes. Et je compris que pas une ville ne resterait debout, que les forêts seraient fauchées, que le silence se ferait sur la terre. Emporté de ce spectacle et des visions soudaines qu'il mit dans mon esprit, l'impression que la guerre qu'il emploie de tels moyens de destruction est impossible. Toujours le paradoxe. Ce n'est pas un paradoxe. Écoutez-moi et comprenez-moi. Je suis persuadé qu'il existe dans la nature une force mystérieuse pour nous, une force que nous ne connaissons pas encore, car que connaissons-nous? Une force qui n'est peut-être après tout que la vie, et contre laquelle, à de certains moments d'excessive épouvante, se brise le génie destructeur de l'homme. La vie aime la mort. Elle a besoin de la mort, comme la terre de fumier, puisque c'est de la mort qu'elle tire chaque jour, à toute heure, son renouveau de jeunesse et ses énergies de fécondité. Mais elle est plus forte que la mort. Elle la dirige, la maintient, la contient dans un équilibre constant et dans une parfaite harmonie. Tenez, pouvez-vous m'expliquer comment et pourquoi se terminent les épidémies de choléra, par exemple? Les savants nous disent comment elles arrivent, mais comment s'en vont-elles? Non, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, et qui nous protège, et qui domine la folie des peuples, et les caprices des empereurs, et l'avidité de la mort. Et je crois que nous touchons à un de ces moments où, la guerre éclatant, l'harmonie entre la vie et la mort serait rompue. Et la nature proteste, non point par bonté, car elle ignore la bonté, mais par nécessité. Et elle dit à l'homme: tu n'iras pas plus loin dans la mort,
car il faut que je triomphe au-dessus de tes épouvantes, et que je resplendisse toujours dans la lumière éternelle. Savez-vous pourquoi cette foule, de qui l'attitude vous étonne, cette foule prête à toutes les extravagances, à tous les emballements, reste calme dans son ivresse et pacifique dans ses hurlements? C'est qu'elle obéit inconsciemment aux influences de cette force mystérieuse dont un Pasteur ou un Berthelot nous diront, peut-être un jour, les lois naturelles, et qu'ils appliqueront peut-être au bonheur raisonné de l'humanité. Dans la rue, la foule, encore accrue, roulait ses flots humains, battait les murs de ses vagues déferlantes et redoublées. On n'entendait qu'un sourd grondement, un grondement de mer s'engouffrant dans les cavernes des falaises, et par-dessus ce bruit énorme, où toutes les voix confondues ne faisaient plus que formidables et monotones souffles d'orage, nous distinguions de temps en temps ces cris « Vive la Russie! Vive la France !» auxquels répondaient des voix plus grêles, chantant et scandant le refrain connu. « Ah, la peau! La peau !» L'Écho de Paris, 24 octobre 1893. Divagation sur le meurtre. Troisième anecdote. Quelques amis étaient réunis l'autre soir chez l'un de nos plus célèbres écrivains. On y parlait meurtre, à propos sans doute de l'homme à la malle. Il y avait là des poètes, des moralistes, des philosophes, des médecins, toutes gens sachant qu'ils pouvaient causer librement au gré de leur fantaisie et de leurs paradoxes, et sans crainte de voir apparaître sur la face des auditeurs ces effarements et ces terreurs que la moindre idée hardie ou curieuse amène sur le visage bouleversé des notaires. Je dis notaire non par mépris, mais pour indiquer une certaine forme d'esprit de l'intellectualité française. Ma foi, dit quelqu'un, je crois bien que le meurtre est la grande préoccupation humaine. Évidemment, fit un savant darwinien, puisqu'il est la base même de nos institutions sociales et la nécessité la plus impérieuse de la vie. À proprement dire, le meurtre n'est pas le résultat d'une passion particulière, ni la forme d'une dégénérescence. C'est un instinct vital qui est en nous, comme l'instinct génésique. On le réfrène, on le dompte, et tout au moins on en atténue les besoins, parce qu'il est dangereux de s'y livrer sans modération, et que la satisfaction morale qu'on en tirerait ne vaut pas qu'on s'expose aux ordinaires conséquences de cet acte, l'emprisonnement, les colloques avec les juges, et finalement la guillotine. Oh, répliqua le premier interlocuteur, vous exagérez, il n'y a que les meurtriers sans élégance et sans esprit, les brutes impulsives, dénuées de toute espèce de psychologie, qui se laissent prendre. Un homme intelligent et qui raisonne peut commettre tous les crimes qu'il voudra. Il est assuré d'impunité. La supériorité de ces combinaisons prévaudra toujours contre la routine des recherches policières. Voyons, mon cher, vous admettez bien que le nombre des crimes ignorés, ou tolérés, soit, est 1000 fois plus grand que celui des crimes découverts, sur lesquels les journaux bavardent, avec une prolixité si étrange et un manque de philosophie si répugnant. Si vous admettez cela, concédez aussi que le gendarme n'est un épouvantail ni pour les impulsifs, ni pour les intellectuels du meurtre. Il n'arrête que le paysan, lequel est toujours en état de méfiance vis-à-vis de soi-même et des ordres. Mais il ne s'agit pas de cela, et vous déplacez la question. Je voulais dire que le meurtre est une fonction normale, et non point exceptionnelle, de la nature et de tout être vivant. Or, il est exorbitant que, sous prétexte de gouverner les hommes, les sociétés se soient attribué le droit exclusif de tuer au détriment des individualités en qui seul ce droit réside. Et c'est si vrai, ajouta un philosophe, qu'il n'existe pas une créature humaine qui ne soit, virtuellement du moins, un meurtrier. Tenez, je m'amuse quelquefois dans les gares, à la terrasse des cafés, partout où des foules passent et circulent, à observer, au strict point de vue homicide, les physionomies. Dans le regard, la nuque, le zygoma des joues, tous en quelque partie de leur individu, ils portent visibles les stigmates de cette fatalité physiologique qu'est le meurtre. Ce n'est pas une aberration de mon esprit, mais je ne peux faire un pas sans coudoyer le meurtre, sans le voir flamber sous des paupières, sans en sentir le contact aux mains qui se tendent vers moi. Avez-vous été dans une fête de village? Et vous êtes-vous rendu compte quels étaient les plaisirs auxquels se ruent, de préférence, les promeneurs, jeunes ou vieux, ceux qui ont des regards doux
aussi bien que ceux dont les dures physionomies font frissonner? Les tirs. Et non pas les tirs naïfs, où l'on casse des pipes et des coquilles d'œufs, dansant au bout des jets d'eau, mais les tirs compliqués, dramatisés, où l'on voit passer, gesticuler des marionnettes en carton, des représentations d'humanité vivante. Dans ces fêtes paisibles, sous les ormes pleins de nids d'oiseaux, on ne s'amuse vraiment que dans les simulacres de massacres et de tueries qui vous sont offerts pour dessous. Oui, souvent, ces boutiques effroyables, j'ai examiné la figure de celui qui vise, de sa carabine, le petit bonhomme en carton qui sautille parmi les mises en scène qui ajoutent à l'illusion de la réalité. La joie, la vraie et puissante joie du meurtre, est en lui. Et moi-même, tenez, j'ai la certitude que je ne suis pas un monstre. Je crois être un homme normal, avec des tendresses, des sentiments élevés, une nature supérieure, des raffinements de civilisation et de sociabilité. Eh bien, que de fois j'ai entendu gronder en moi la voix impérieuse du meurtre. Que de fois j'ai senti monter des profondeurs de mon être à mon cerveau, dans un flux de sang, le désir, l'âpre désir de tuer. Ne croyez pas que ce désir se soit manifesté dans une crise passionnelle, ait accompagné une colère subite et irréfléchie, ou se soit combiné avec un vil intérêt d'argent. Nullement. Ce désir naît soudain, puissant, injustifié en moi, pour rien et à propos de rien. Dans la rue, par exemple, devant le dos d'un promeneur inconnu. Oui, il y a des dos dans la rue qui appellent le couteau. Pourquoi? Un poète qui n'avait pas encore prononcé une parole parla ainsi, après le court silence d'angoisse qui avait suivi la confidence du philosophe. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est peut-être que nous sommes, sans oser nous l'avouer, d'impuissants et stériles criminels. Ces impressions décrites par notre ami, je les ai souvent ressenties, moi aussi, et tout dernièrement encore, dans les circonstances que voici. Je revenais de Lyon et j'étais seul dans un compartiment de première classe. À je ne sais plus quelle station, un voyageur monta. L'irritation d'être troublé dans sa solitude ou dans sa rêverie peut déterminer des états d'esprit de violence intérieure, j'en conviens. Mais je n'éprouvais rien de tel. Je m'ennuyais tellement d'être seul que la venue fortuite de ce compagnon me fut plutôt, tout d'abord, un plaisir. Il s'installa en face de moi, après avoir déposé avec précaution, dans le filet, ses menus bagages. C'était un gros homme d'allure vulgaire et dont la laideur grossière me devint bientôt antipathique. Au bout de quelques minutes, je ressentais, à le regarder, comme un dégoût qui m'était insupportable. Il était étalé sur les coussins, pesamment, les cuisses écartées, et son gros ventre, à chaque ressaut du train, tremblait ainsi qu'un paquet de gélatine. Comme il paraissait avoir chaud, il se décoiffa et s'épongea le front, un front bas, mangé par de courts cheveux en brosse. Son visage n'était qu'un amas de bourrelets de graisse. Son triple menton oscillait sur la poitrine, lâche cravate de chair moite. Je pris le parti, pour éviter cette vue désobligeante, de regarder le paysage, et je m'efforçai de m'abstraire complètement de la présence de cet importun compagnon. Une heure se passa, et quand la curiosité plus forte que ma volonté eut ramené mes regards sur lui, je vis qu'il s'était endormi d'un sommeil profond. Il dormait, tassé sur lui-même, la tête pendant et roulant sur ses épaules, ses grosses mains boursouflées, posées toutes ouvertes sur la déclivité de ses cuisses, et je remarquai que ses yeux ronds saillaient sous des paupières plissées et à travers lesquelles, dans une déchirure, apparaissait un petit coin de prunelle noire, semblable à des ecchymoses sur un lambeau de peau flasque. Quelle folie soudain me traversa l'esprit. En vérité, je ne sais, car si j'ai été souvent sollicité par le meurtre, cela était en moi à l'état embryonnaire de désir et n'avait jamais encore pris la forme d'un acte. Je me levai doucement et m'approchai du dormeur, les mains écartées, crispées et violentes, comme pour un étranglement. Je suis doué d'une force peu commune, d'une souplesse de muscles, d'une extraordinaire puissance d'étreinte, et une étrange chaleur décuplait le dynamisme de mes facultés physiologiques. Mes mains allaient toutes seules vers le cou de cet homme, toutes seules, ardentes et terribles. Je sentais en moi une légèreté, une élasticité, un afflux d'ondes nerveuses, quelque chose comme une volupté réelle. Au moment où mes mains allaient se resserrer, indesserrable étau, sous ce cou graisseux, l'homme se réveilla. Il se réveilla avec la terreur dans son regard, et il balbutia. « Quoi? Quoi? » Son œil rond vacillait
sous les paupières fripées. Ensuite, il resta fixe sur moi, dans de l'épouvante. Sans rien dire, je me rassis, et d'un air indifférent, je regardais le paysage. À chaque minute, l'épouvante grandissait dans le regard de l'homme qui peu à peu se tachait de rouge, se violaçait. Jusqu'à Paris, le regard de l'homme garda une effrayante excité. Quand le train s'arrêta, l'homme ne descendit pas. Le narrateur alluma une cigarette à la flamme d'une bougie, et il dit, dans une bouffée de fumée, « Je crois bien, il était mort. Je l'avais tué d'une congestion cérébrale. » Le journal, 31 mai 1896. Le tripot aux champs. Sommes-nous donc dans une époque d'irrémédiable décadence? Plus nous approchons de la fin de ce siècle, plus notre décomposition s'aggrave et s'accélère, et plus nos cœurs, nos cerveaux, nos virilités vont se vidant de ce qui est l'âme, les nerfs et le sang même d'un peuple. L'anémie a tué nos forces physiques, la démocratie a tué nos forces sociales, et la société moderne, rongée par ces deux plaies attachées à son flanc, ne sait plus où elle va, vers quelle nuit, au fond de quels abîmes on l'entraîne. La démocratie, cette grande pourrisseuse, est la maladie terrible dont nous mourrons. C'est elle qui nous a fait perdre nos respects, nos obéissances, et y a substitué ses haines aveugles, ses appétits salissants, ses révoltes grossières. Grâce à elle, nous n'avons plus conscience de la hiérarchie et du devoir, cette loi primitive et souveraine des sociétés organisées. Nous n'avons même plus conscience des sexes. Les hommes sont femmes, les femmes sont hommes, et ils s'en vantent. Rien ni personne à sa place. Et nous allons dans un pêle-mêle effroyable d'êtres et de choses au milieu desquels Dieu lui-même a peine à se reconnaître et semble épouvanté de son œuvre immortelle et qui meurt pourtant. Au-dessus de ce chaos, formé de toutes les dignités brisées, de toutes les consciences mortes, de tous les devoirs abandonnés, de toutes les lâchetés triomphantes, se dresse de place en place, pour bien marquer l'affolement du siècle et l'universel détraquement, de nouvelles et particulières élévations sociales. Ce qui, autrefois, grouillait en bas, resplendit en haut, aujourd'hui. Le domestique a jeté sa livrée à la tête de son maître et se pavane dans ses habits. Non seulement il est devenu son égal, mais il le domine, il n'obéit plus, il commande. Aristocratie de l'écurie et de l'office, succédant à l'aristocratie de l'honneur et du sang. Quant au maître, lui, s'il n'a pas encore revêtu la livrée du domestique, il se pavane dans ses vices et dans ses plaisirs, et il n'en rougit plus. On dit, sans doute, mais c'est Paris, Paris seul, et Paris n'est qu'un point dans la France. Et l'on tourne ses regards vers la campagne, comme pour y respirer des souffles d'honnêteté, des odeurs saines du travail. On se console en pensant aux prairies humides et vertes, où paissent les grands bœufs, aux champs d'or où le blé mûrit, où l'homme peine, courbé vers la terre qui nous donne le pain. Eh bien, vous allez voir, le paysan, comme tout le monde, veut être de son siècle, et il suit, comme tout le monde, le vertige de folie où tout dégringole. On peut dire même qu'il n'y a plus de paysans. Chaque matin, l'aube attelle derrière le coteau, montrer le bout de son nez rose, que me voilà debout. Et j'arpente la campagne. Moment délicieux. Les arbres s'éveillent au chant des pinsons, les prés s'étirent plus verdissants. À chaque brin d'herbe tremble une gouttelette de rosée, et de partout viennent d'exquis parfums qui montent de la terre avec les brumes. C'est l'heure charmante où l'alouette s'élève dans le ciel, salue de ses trilles et de ses roulades, le matin jeune, virginal et triomphant. Et le jour grandit, empourprant les talents sur les moissons de grandes nappes rouges qui ondulent sous la brise légère. Une chose m'étonne, je ne vois personne au champ. Dans les petits hameaux, toutes les portes verrouillées, tous les volets clos. Aucune auberge, aucun débit de boisson ouvert. Les fermes elles-mêmes dorment profondément. Seuls les chats rôdent et les poules gloussent alentour. Pourtant nous sommes au moment des foins. J'aperçois autour de moi des prés à moitié fauchés, des luzernes abattues, des meules énormes que les botteleurs ont entamées. Où donc sont-ils, les faneurs et les faneuses?
et les lourdes charrettes dont les jantes mal ferrées crient sur les ressaut des chemins de traverse, et les chevaux qui hennissent, et les faux qui sifflent dans l'herbe. Aucune forme humaine ne surgit entre les halliers, aucun bruit humain ne m'arrive, partout le silence et partout la solitude. Le soleil est déjà haut dans le ciel, l'air commence de s'embraser. Pour rentrer chez moi, je cherche les couverts, les petites routes touffues, les sentes enverdurées. Il est 7 heures. Il n'y a pas si longtemps, les paysans qui se couchaient avec le soleil se levaient aussi avec lui. Aujourd'hui, en plein été et en pleine moisson, ils ne se lèvent guère qu'à 7 heures, les paupières encore bouffies de sommeil, les membres las, comme brisés par des nuits de plaisir. C'est vers 7 heures que la vie revient, mais une vie lourde, inquiète. On dirait qu'il y a des remords et des effarements. On les voit, les paysans, sortir lentement de leur demeure paresseuse, qui s'ouvrent à regret, l'une après l'autre, se frotter les yeux, bâiller, s'étirer et partir, d'un pas ennuyé et traînard à leur ouvrage. Et il va donc falloir travailler. Au risque de voir leur foin pourrir, ils eussent préféré peut-être que la pluie tombât, car ils seraient restés à la maison, ou bien ils auraient été boire avec les camarades au cabaret du bourgeoisin. Ô paysan sublime, toi, dont Millet, Jean-François Millet, peintre français, 1814-1875, a chanté la mission divine, Dieu de la terre créatrice, semeur de vie, engendreur auguste de pain. Tu n'es donc plus comme les autres dieux que fantômes d'autrefois. Tu n'es donc plus le dieu sévère à la peau hâlée, au front couronné de pampres rouges et de moissons d'or. Le suffrage universel, en t'apportant les révoltes et les passions et les pourritures de la vie des grandes villes, t'a découronné de ta couronne de gerbes magnifiques, où l'humanité tout entière venait puiser le sang de ses veines, et te voilà tombé, pauvre géant, aux crapules de leur homicide et de l'amour maudit. On s'étonne même de ne pas te voir en jaquette, un monocle à l'œil. Le paysan n'est plus le terrien robuste et songeur, né de la terre, qui vivait d'elle et qui mourait là où, comme le chêne, il avait poussé ses racines. Les tentations de l'existence oisive des villes l'ont en quelque sorte déraciné du sol. Il voit Paris non comme un gouffre où l'on sombre et qui vous dévore, mais comme un rêve flamboyant où l'or se gagne, s'enlève à large pelletée, où le plaisir est sans fin. Beaucoup s'en vont, ceux qui restent se désaffectionnent de leur chant. Ils traînent leurs ennuis sur la glèbe, tourmentés par des aspirations vagues, des idées confuses, d'ambitions nouvelles et de jouissances qu'ils ne connaîtront jamais. Alors ils se réfugient au cabaret que la politique énervante d'aujourd'hui a multiplié dans des proportions qui effraient. En un village de 300 habitants où il n'y avait autrefois que 5 cabarets, il y en a 15 maintenant, et tous font leurs affaires. Plus de règlement, plus de police. Ils ferment le soir à leur convenance, ou ne ferment pas, si bon leur plaît. Certains ne l'être jamais inquiétés. Car c'est là que les volontés s'abrutissent, que les consciences se dégradent, que les énergies se domptent et s'avilissent. Véritable maison de tolérance électorale, bouche de corruption administrative, marquées au gros numéro du gouvernement. Le cabaret non seulement donne à boire, mais il donne aussi à jouer. De grosses parties, où le paysan, sur un coup de carte, risque ses économies, sa vache, son champ, sa maison, où il y a des filous qui trichent et des usuriers qui volent, toute une organisation spéciale et qui fonctionne le mieux du monde. À part le luxe, les tapis, les torchères dorées, les tableaux de prix, les valets de pied en culotte courte et les colonels décorés, on se croirait dans certaines maisons borgnes de Paris. Ce sont mêmes passions, hideuses, mêmes avidités, mêmes effondrements. La vie du cercle, enfin. C'est là que le paysan, à l'allure trouble d'une chandelle qui fume, les coudes allongés sur une table de bois blanc, en face des portraits de Gambetta, de Mazeppa, de Poniatowski, accrochés au mur. C'est là qu'il passe ses nuits, avalant des verres de torboyau, remuant des cartes graisseuses et chiffonnant de sales filles, des Chloé, des Peignets et Soules, dont les villages pullulent aujourd'hui, car il faut que la campagne ne puisse plus rien envier aux ordures de Paris. Le laboureur, un ancien qui me donnait ces renseignements, continua. Ah, ce sont des messieurs, je vous assure, à qui il faut maintenant toutes les aises de la ville. Croiriez-vous qu'ils exigent de la viande à tous les repas? Oui, monsieur, à tous les repas. On ne peut plus trouver un ouvrier à l'heure présente, si on ne s'engage à le gaver de bœuf, de mouton, de volaille, d'un tas de bonnes choses, enfin, dont nous autres n'avons jamais eu l'idée. Si ça ne fait pas suer, je parie que bientôt ils exigeront du vin de champagne.
Mon Dieu, s'ils travaillaient encore, ils n'auraient que demi-mal, mais va te faire fiche. Ils arrivent à l'ouvrage à 7 heures, monsieur, toujours mal, en train, se plaignant de ceci, de cela, de tout. Pourtant, ce n'est pas la besogne qu'ils font, bien sûr, qui les fatigue. Oh non. Je ne sais pas, en vérité, ce que nos pauvres champs deviendront dans quelques années. Quand je pense à cela, voyez-vous, ça me fait presque pleurer. De notre temps, monsieur, nous mangions de la soupe toute la semaine, et puis le dimanche, on se régalait d'un petit morceau de lard. Nous nous portions bien, et nous étions alertes au travail. En été, dès 3 heures, dans les champs, nous rentrions avec le soleil couchant, et nous étions heureux tout de même. Mais ce temps est passé, et il ne reviendra plus. Tenez, monsieur, on n'avait jamais vu ça par chez nous. Eh bien, maintenant, il n'y a pas de mois qu'on apprenne qu'un tel s'est jeté à la rivière, ou bien pendu à même un pommier. Il n'y a pas 3 jours, Jean Colas, qui possédait un beau bien, le plus beau de la contrée, on l'a trouvé accroché à une poutre de la grange et tout noir. Il avait perdu ça avec la boisson, avec le jeu, avec les femelles. Oh, les chasses églogues, oh, les idylles chantées par les poètes, oh, les paysanneries enrubannées et naïves qui défilent, conduites par la muse de Madame des Oulières, au son des flageolets et des tambourins. Et ces bonnes grosses figures épanouies de bonheur ignorantes et simples, et ces délicieuses odeurs d'étable et de foin coupé, qui parfument nos imaginations rêveuses et nos tendres littératures. Mirage comme le reste, mirage comme la vertu, comme le devoir, comme l'honneur, comme l'amour. Mirage, comme la vie. Le soir après dîner, je me promenais sur la route en compagnie de mon ami et voisin, le vieux paysan, celui qui ne parle jamais. Un reste de jour sombre traînait encore sur les champs, bien que le soleil eût disparu derrière le coteau, d'où montait une grande lueur rouge. Une caille, piétant dans le trèfle, chantait. Comme nous nous asseyions sur le talus bien garni, à cet endroit de mousse et d'herbes sèches, une femme, tirant péniblement une petite charrette à bras, vint à passer. Dans la charrette, un homme maigre et très pâle était couché tout de son long, qui toussait beaucoup et se plaignait. 4 enfants, dont le plus âgé pouvait avoir 7 ans, trottinaient déguenillés et pieds nus autour du pauvre convoi. Femme, dit l'homme pâle d'une voix dolente, va moins vite, ça me secoue, et ça me fait du mal. Et j'entendis une plainte à laquelle succédèrent aussitôt un cri, puis un juron. La femme ralentit le pas, évita une grosse pierre jetée au milieu de la route, et l'aîné des enfants, pour soulager sa mère, se mit à pousser la charrette doucement. Bientôt, le bruit des roues qui criaient sur le sable alla s'affaiblissant, et voitures, femmes, enfants disparurent au tournant du chemin. Cette scène m'avait rendu mélancolique, et le vieux branlait la tête. Je lui demandai « Qui sont ces pauvres gens ?»« Des gens d'ici, répondit-il. Le vieux, paraissant ce soir-là d'humeur à causer, je le poussai de questions. Je les connais bien. La femme, une rude travailleuse. L'homme, un feignant, un vaurien. Pourtant, dans le fond, ce n'était pas méchant. La femme avait un petit bien, avec ses économies, elle avait bâti une petite maison, là, pas bien loin. Si vous saviez ce que c'est que les économies des gens comme nous, avec quoi c'est fait, ce qu'il faut de temps, de privation, de fatigue, de courage, pour amasser, sou par sou, la valeur d'une misérable maison. Si vous saviez cela. Et puis elle s'est mariée à ce feignant, un beau gars, ça lui avait tourné la tête. Mais voilà que pendant qu'elle trimait, qu'elle se mangeait les sangs de travail, lui faisait monsieur le joli cœur, toujours à la ville, à se saouler avec les amis, à jouer, et à faire le diable sait quoi. Et l'argent filait, vous comprenez. À force de s'amuser, il est tombé malade, il y a 2 ans. Tout le monde ignore ce qu'il a dans le corps. Mais ce n'est pas bon, pour sûr. Au lieu de laisser crever comme un chien qu'il était, la femme le soigna. Ah, c'était bête la façon dont elle le soigna. Les drogues, le médecin, vous pensez, si c'est cher, toutes ces voleries-là, sans compter qu'il n'y avait rien de trop bon, du pain blanc, de la viande, du vin. Donc il a fallu emprunter, et puis emprunter encore. Et l'huissier est venu une fois, et il a vendu les meubles. Une autre fois, c'est l'avoué qui est arrivé, et il a vendu la maison. Alors ils n'ont plus rien que le ciel qui est au bon Dieu, et la route qui est à tout le monde. Mais où vont-ils ainsi? Je ne sais pas, ils trouveront ce soir à coucher dans une grange. Et demain, ils recommenceront à aller par les chemins. Peut-être qu'on voudra bien de l'homme à l'hospice. Et la femme, et les enfants.
Le vieux fit un geste qui évidemment signifiait « à la grâce de Dieu ». Il fut impossible de lui arracher une autre parole. Nous rentrâmes. Au moment de nous séparer, le vieillard redressa sa taille courbée et, étendant son poing noueux et crevassé dans la direction de la ville dont on apercevait sous la lune les deux clochers émergeant au-dessus des maisons entassées, il s'écria « Que la foudre du ciel t'écrase, toi qui nous prends nos enfants, toi qui les tues, voleuse, assassine, salope !» Le père Nicolas. Et il y avait 2 longues heures que nous marchions dans les champs, sous le soleil qui tombait du ciel comme une pluie de feu. La sueur ruisselait sur mon corps, et la soif, une soif ardente, me dévorait. En vain j'avais cherché un rue dont l'eau fraîche chante sous les feuilles, ou bien une source, comme il s'en trouve pourtant beaucoup dans le pays. Une petite source qui dort dans sa niche de terre moussue, pareille aux niches où nichent les 5 campagnards. Et je me désespérais, la langue desséchée, la gorge brûlante. Allons jusqu'à la Heurtaudière, cette ferme que vous voyez là-bas, me dit mon compagnon. Le père Nicolas nous donnera du bon lait. Nous traversâmes un large guéret dont les mottes crevaient sous nos pas en poussière rouge, puis, ayant longé un champ d'avoine étoilé de bluets et de coquelicots, nous arrivâmes en un verger où des vaches à la robe brun gelée dormaient couchées à l'ombre des pommiers. Au bout du verger était la ferme. Il n'y avait dans la cour, formée par 4 pauvres bâtiments, aucun être vivant, sinon les poules picorant le fumier, qui, tout près de la bergerie, baignaient dans un lit immonde de purin. Après avoir inutilement essayé d'ouvrir les portes fermées et barricadées, mon compagnon dit « Sans doute que le monde est au champ. » Pourtant il est là. « Père Nicolas! Hé, Père Nicolas !» Aucune voix ne répondit. « Hé, Père Nicolas !» Ce second appel n'eut pour résultat que d'effaroucher les poules qui s'égayèrent en cloussant et en battant de l'aile. « Père Nicolas !» Très désappointé, je pensais sérieusement à aller traire moi-même les vaches du verger, quand une tête de vieille femme, revêche, ridée, toute rouge, apparut à la porte entrebâillée d'un grenier. « Qu'un » s'écria la paysanne. « C'est-y vous, monsieur Joseph? Nous avions point remis. Bien sûr, tout de suite. Faites excuse. Et la compagnie ?» Et elle se montra tout à fait. Un bonnet de coton dont la mèche était ramenée sur le front enserrait sa tête, une partie des épaules et le cou qu'on eût dit de briques tant ils avaient été cuits et recuits par le soleil, sortaient, décharnés, ravinés, des plis flottants de la chemise de grosse toile que rattachait aux hanches un jupon court d'enfant à rayures noires et grises. Des sabots, grossièrement taillés à même le tronc d'un bouleau, servaient de chaussures à ses pieds nus, violets et gercés, comme un vieux morceau de cuir. La paysanne ferma la porte du grenier, assujettit l'échelle par où l'on descendait, mais avant de mettre le pied sur le premier barreau, elle demanda à mon compagnon « C'est-y vous qu'avions ailé après le père Nicolas, mon homme ?»« Oui, la mère, c'est moi. »« Qu'est-ce que vous lui vouliez au père Nicolas? Il fait chaud, nous avions soif, et nous voulions lui demander une jatte de lait. »« Espérez-moi, monsieur Joseph, je vais à quand vous ?» Elle descendit le long de l'échelle, lentement, en faisant claquer ses sabots. « Le père Nicolas n'est donc point là ?» interrogea mon compagnon. « Faites excuse, répondit la vieille. Il est là. Ah, parce que si, y est, le pauvre bonhomme, pas prêt à démarrer, pour sûr. On l'a mis en bière ce matin. » Elle était tout à fait descendue. Après s'être essuyé le front, où la sueur coulait par larges gouttes, elle ajouta « Ouais, monsieur Joseph, il est mort, le père Nicolas. Ça y est arrivé hier, dans la soirée. » Comme nous prenions une mine contristée. « Ça ne fait rien, rien en tout, dit-elle. Allez entrer vous rafraîchir un brin. Et vous mettez à vous l'aise. Attendez que je vais crier ce qu'il faut. » Elle ouvrit la porte de l'habitation, fermée à double tour. « Entrez, messieurs, et ne vous gênez point. Faites comme chez vous. Venez, le v'là, le père Nicolas. » Sous les poutres enfumées, au fond de la grande pièce sombre, entre les 2 lits drapés d'indienne, sur 2 chaises, était posé un cercueil de bois blanc, à demi recouvert d'une nappe de toile écrue, qu'ornait seulement le crucifix de cuivre et le rameau de buis béni.
Au pied du cercueil, on avait apporté une petite table sur laquelle une chandelle, en guise de cierge, achevait de se consumer tristement, et où s'étalait un pot de terre brune, plein d'eau bénite, avec un mince balai de genêt servant d'aspergeoir. Ayant fait le signe de croix, nous jetâmes un peu d'eau sur la bière, et sans rien dire, nous nous assîmes devant la grande table en nous regardant ahuris. La mère Nicolas ne tarda pas à rentrer. Elle apportait avec précaution une vaste jatte de lait qu'elle déposa sur la table en disant « Vous pouvez bien en boire toute votre sou, allez, il n'y en a pas de plus bon et de plus fait. » Pendant qu'elle disposait des bols et qu'elle tirait de la huche la bonne miche de pain vie, mon compagnon lui demanda « Était-il malade depuis longtemps, le père Nicolas ?»« Point en tout, monsieur Joseph, » répondit la vieille. « Pour dire depuis quelque temps, il n'était pas vaillant. Ça tracassait dans les poumons, le sang, ce que je créais. De coup, il était venu blanc, puis violet, puis noir, puis il était quasiment mot. Vous n'avez donc pas été chercher le médecin? Ben sûr non, monsieur Joseph. J'aurais point été le quérir, le médecin. Pour malade, il n'était point malade, pour dire. Ça n'empêchait point d'aller à droite, à gauche, de virer partout avec les gars. Hier, je vais au marché, quand je reviens, n'a-t-il pas que le père Nicolas était assis, la tête contre la table, les bras ballants, et qui ne bougeait pas plus qu'une pierre. Mon homme, j'ai dit, rien. Père Nicolas, mon homme, j'ai dit contre l'oreille. Rien tout. Alors je bouge comme ça, mais v'là-t-il pas qui se met à branler, puis qui chute sur le plancher, puis qui reste sans seulement mouver une patte. Et noir, quasiment comme du charbon. Bon sens que je dis, père Nicolas, qu'est mort. Elle était mort, monsieur Joseph, tout à fait mort. Mais vous ne buvez point, ne vous gênez pas, j'en ai encore, allez. Et puis, je faisons point le beurre en ce moment. C'est un grand malheur, dis-je. Que vous voulez, répondit la paysanne. C'est le bon Dieu qui le veut, bien sûr. Vous n'avez donc personne pour le veiller, interrompit mon compagnon. Et vos enfants? Oh, il n'y a pas de danger qu'il s'en aille, le pauvre bonhomme. Et puis, les gars sont au champ, à rentrer les foins. Faut pas que la besogne chôme pour ça. Ça ne ferait point revenir, dites. Puis qu'il est mort. Nous avions fini de boire notre lait. Après quelques remerciements, nous quittâmes la mère Nicolas, troublés, ne sachant pas s'il fallait admirer ou maudire cette insensibilité du paysan dans la mort qui pourtant fait japper douloureusement les chiens dans le chenil vide, et qui met comme un sanglot et comme une plainte au chant des oiseaux près des nids dévastés. Le crapaud. J'avoue que j'aime le crapaud, bien qu'il soit hideux et couvert de pustules, qu'il rampe sur un ventre jaune sale, qu'il ait la démarche grotesque, et qu'il se plaise au fond des vieux trous ou sur la bourbe des eaux croupies. Cet animal ne m'inspire aucune répulsion. Je n'ai nul dégoût à le prendre dans ma main et à lui dire les paroles de tendresse niaise que murmurent les concierges aux oreilles de leurs affreux roquets. Que de poignées de main j'ai données à des hommes dont la peau était peut-être plus blanche et lavée au champagne, mais dont l'âme était infiniment plus immonde que celle du crapaud. Car, n'en doutez pas, s'il est vrai que l'homme possède une âme, le crapaud, le pauvre crapaud, en possède une aussi, et combien meilleure. L'avez-vous observé quand, après avoir aidé sa femelle à se débarrasser de ses œufs, il enroule lui-même autour de ses propres cuisses les précieux chapelets. Il les porte partout avec lui, plus prudent, plus ingénieux que jamais, de façon à ce qu'aucun de ses œufs ne se détache, et lorsqu'ils sont près d'éclore, il les dépose dans une mare au meilleur endroit, et les défend courageusement contre les salamandres et les mourons. Il n'y a pas, dans toute la création, un être plus haï que le crapaud. Les femmes, à sa vue, poussent des cris d'horreur, et si par malheur son corps a frôlé le bout de leur jupe, elles s'évanouissent. L'ignorante brutalité du passant lui déclare une guerre sans merci. Quand, après les averses, on le rencontre par les chemins, qui sautille gauchement sur ses pattes courtes et plissées, on l'assomme d'un coup de bâton, on lui lance des pierres qui l'écrasent. C'est un maudit.
maudit comme le sergent de ville que les surins guettent au détour des rues nocturnes, comme le gendarme dont on retrouve le corps mutilé au fond d'une marnière, près du bois hanté des braconniers, comme tous ceux-là qui se dévouent à une œuvre juste, utile et bienfaisante, sans autre récompense que le mépris et la haine des foules. Ce n'est point seulement à cause de sa laideur qu'on le déteste, c'est surtout à cause de la mission, à la fois protectrice et justicière, qu'il accomplit dans la nature. Le crapaud détruit des larves qui coupent les moissons par la racine, font se flétrir les blés et se dessécher l'herbe des prairies. Il pourchasse impitoyablement les insectes qui dévorent les bourgeons, les limaces, les chenilles, les vers immondes qui corrodent les fleurs de leur bave et pourrissent sur les branches les fruits encore verts. Besogne ingrate, et qui semblable à celle de ces Don Quichottes imbéciles qui veulent préserver des larves humaines, les beaux fruits d'intelligence, les belles fleurs d'art, les belles semences de patriotisme, ne rapportent que des horions et des risées. Malheureux crapaud, quand donc cessera-t-on de te poursuivre, de te jeter des pierres, de t'assommer ainsi qu'une bête malfaisante, toi, l'auxiliaire résigné du laboureur, le protecteur au nid des jardins, le conservateur des trésors de la terre, toi qui, malgré ta mine basse et les verrues de ta carcasse rugueuse, devrais être le premier parmi les animaux sacrés, comme tes sœurs les hirondelles et les cigognes, comme tes frères les roitelets. Je marchais dans un chemin de traverse, bordé à droite et à gauche de bourdaines épaisses et de souches d'ormes courtes, trapues, mangées de polypes monstrueux et creusées de trous noirs. Il avait plu. Maintenant, l'eau s'égouttait à la pointe de chaque feuille, en perles brillantes que le soleil irisait. Derrière les haies, les champs mouillés par l'averse fumaient, et l'on apercevait sur une branche morte de pommier des oiseaux bouffis qui secouaient leurs plumes. Sur le talus du chemin, entre les ronces et les brins d'herbe, quelque chose de sombre s'agita. Je m'approchai, et je vis un crapaud, un vieux crapaud à la peau grumeleuse et crevassée, qui, fort empêtré dans la broussaille, fuyait vers un gros tronc d'orme dont les racines à nu posaient sur le talus comme les serres d'un immense épervier. J'observai le crapaud. Après beaucoup de difficultés, il arriva au pied de l'arbre, juste au-dessous d'un trou qui, à la hauteur de 50 centimètres, bâillait tristement sur l'écorce de l'orme. De ses deux pattes de devant, le crapaud s'appuya fortement contre l'arbre. Lorsqu'il se sentit bien suspendu, il fit un mouvement, et son ventre se colla contre l'écorce, faisant l'office de ventouse. Ses pattes alors se détachèrent pour se lever plus haut. C'est ainsi qu'il atteignit le trou, par où il disparut. Cet exercice m'avait émerveillé, et je pensai que le crapaud, qu'il avait aussi délicatement exécuté, devait être un vieux routier, habile en plus d'un tour et d'une intelligence rare, comme sont les vieux crapauds. Je cueillis une belle mûre sauvage, je la piquai au bout d'un brin d'herbe et l'introduisis dans le tronc de l'arbre, en ayant soin de la faire aller et venir pour exciter la curiosité et la gourmandise de mon batracien. Au bout de quelques minutes, je sentis que la mûre avait été gobée. J'en pris une nouvelle, et celle-ci ne tarda pas à être mangée. À la troisième, le crapaud se présenta au bord du trou. Qu'il avait une bonne et vénérable figure, avec sa gueule large et plate, ses gros yeux ronds qui lui sortaient de la tête, des yeux à la fois pleins de bonté, de malice et de résignation. Je lui donnai encore quelques mûres, des vers et des mouches, qu'il avala avec une véritable satisfaction, en me regardant d'un air de reconnaissance. Et lui ayant laissé une provision de nourriture, je continuai mon chemin. Tous les jours, je passais à cet endroit, et je m'arrêtai auprès du vieil orme. Le crapaud ne tardait pas à paraître. Je le gorgeai d'insectes, et lui, pour me remercier, me racontait toutes les aventures de sa vie, ses longs sommeils d'hiver sous les pierres gelées, la cruauté des hommes quand après les pluies chaudes il sortait de sa retraite et s'égarait dans la campagne, foulé par les pieds, poursuivi par les dents des fourches, tous les coups de bâton et tous les coups de sabot dont sa peau gardait encore des traces. Et j'admirais combien ce patriarche avait eu des pensées d'adresse, de prudence, de véritable génie, pour arriver, sans trop d'encombre, à travers les dangers et les embûches, malgré la haine des hommes et des animaux, à traîner sa misérable existence, qui devait être longue,
de plus de 100 années. Notre histoire, me dit le crapaud, est pleine de choses lamentables et merveilleuses. On nous déteste, mais nous intriguons beaucoup les gens. Il faut que je te raconte quelque chose d'extraordinaire. Un soir de printemps, je fus pris par un savant, un vieux savant, qui cheminait sur la même route que moi. Tu connais sans doute cette espèce d'homme, farouche et barbare, qu'on appelle les savants. Il paraît que cela ne vit que du meurtre des pauvres bêtes, et que cela ne se plaît que dans le sang et les entrailles fumantes. Mon savant avait des lunettes et un grand chapeau de paille, sur lequel il avait piqué, au moyen d'une épingle, 3 papillons qui battaient de l'aile de douleur. C'était affreux. Il m'enveloppa de son mouchoir, et en me fourrant dans une boîte en fer-blanc qu'il portait en bandoulière, je l'entendis ricaner et se dire « Voilà un fameux crapaud. Ah, nous allons pouvoir nous amuser un peu. Voilà donc un fameux crapaud. » Je passai la nuit en cette boîte que le bourreau, sans plus de façon, avait accrochée à un clou dans son cabinet. Le lendemain, de grand matin, le savant me retira de ma prison, il me déposa sur une table, où se trouvaient beaucoup d'instruments et d'objets inconnus, puis, après m'avoir examiné en tous les sens du bout de sa pince d'acier, il me jeta au fond d'une sorbetière et me gela. Oui, il me gela. Quand je sortis de la sorbetière, j'étais inerte et plus dur qu'une pierre. « Je crois qu'il est gelé, tout à fait gelé, je le crois, » dit le savant. Et pour s'en assurer mieux, il me frappa à plusieurs reprises avec une règle et me précipita durement 3 fois sur le parquet. Mon corps claquait comme une planchette de bois sec. « Parfaitement gelé, mon garçon, reprit-il, et l'on me mit au frais. Je restai ainsi 2 ans. L'été, j'avais un supplément de glace, car le savant craignait que je ne dégelasse. Quand un ami venait rendre visite à mon savant, on descendait à l'endroit où je me morfondais en mon gel. Celui-ci me prenait dans sa main et me jetait violemment contre un mur. « Qu'est-ce que c'est ça, le savez-vous » demandait-il. « C'est un crapaud en bois. »« Pas du tout, c'est un crapaud gelé. Et il vit. Et je le dégèlerai, et cela fera une révolution à l'Académie. » C'était à ce propos des discussions qui n'en finissaient plus. Je fus, en effet, dégelé en grande pompe, et me mis aussitôt à sauter comme un cabri. Tout l'institut était là. On n'en revenait pas. Je profitai de l'effarement général pour m'enfuir, car je ne doutais pas que tous ces gens ne voulussent point recommencer des expériences sur mon dos. On m'a conté depuis que le savant a écrit 3 volumes in quarto sur mon aventure. Quelle pitié! Je ne sais pourquoi l'idée me vint de lui donner un nom, et je l'appelai Michel. Il parut très flatté de cette attention, le pauvre crapaud. Et peut-être prit-il ce vocal pour un ennoblissement, pour quelque chose qui devait désormais le sauvegarder du mépris. Il répondait très bien à son nouveau nom, et quand je disais Michel, son corps se trémoussait, et ses yeux plus vifs roulaient avec un reflet de joie dans leurs orbites saignantes. Le bruit de mes pas sur le chemin lui était familier et connu, et il ne l'eût pas confondu avec celui des autres passants. Du plus loin qu'il l'entendait, vite il se présentait à l'entrée du trou, impatient et frémissant, comme un chien qui sent approcher son maître. Quelquefois, je faisais mine de ne pas m'arrêter, et Michel me suivait de ses yeux devenus tristes tout à coup. Un jour, je ne trouvais plus Michel. En vain je l'appelais, en vain je frappais sur l'arbre, en vain je mis dans le trou noir des insectes et des murs. Le trou était vide. Michel était parti. Je repassai le lendemain. Une chauve-souris avait élu domicile dans la maison du pauvre crapaud. Elle s'envola tout effarée par la lumière, se cognant aux branches des arbres et poussant de petits cris. Je ne doutais pas que Michel n'eût été assommé. Pourtant, la broussaille n'avait été dérangée ni foulée. Aucun savant, aucun chien n'était venu là. Je ne pensais plus à Michel, quand un beau matin, je l'aperçus, qui me regardait du seuil de son antre. Mais combien changé! Sa peau ridée, flasque autour de son corps, faisait de gros bourrelets, verdâtres. Son œil était atone, à peine s'il pouvait remuer ses membres, réduits à l'état de chiffon visqueux. « Eh bien, Michel, lui dis-je d'une voix sévère, vous êtes mis dans un joli état. Voilà donc où vous mène l'inconduite. »
Michel me regarda d'un air craintif et honteux. Pourtant, il mangea avidement des insectes et de mâles. Nous reprîmes nos conversations. Hier encore, je ne vis pas Michel et je remarquai que les ronces avaient été au pied de l'homme, piétinées, saccagées, arrachées. Et soudain, je l'aperçus, le corps embouilli, ses entrailles étalées, attachées sur la terre par une brindille de coudrier pointue comme une épée. Je le couvris de quelques feuilles de ronces et l'ensevelis dans son trou. Une fauvette chantait au sommet d'un arbre voisin. La mort du père Duguay. D'abord, ça l'a pris dans le ventre. Il n'y a pas de temps, seulement 8 jours. Mon Dieu, c'était jeudi, l'autre semaine. Des clics, ça y tordait les boyaux. Et il allait, il n'arrêtait point d'aller. Il mangeait quasiment rien. Un petit poire le matin, un morceau de fromage le soir. Alors, il s'accouchait. Et il a eu une fièvre. Jésus Dieu, une fièvre. Et Gardillet. Le médecin tâtait le pouls du malade d'un air grave. Et il ne s'est pas plaint de la tête demanda-t-il. Ah, malheur, s'il s'en plaint. Et il faut. Pas de délire. Ah, s'il vous plaît. Et il n'a pas eu de délire. Je ne connais pas. N'en a rien dit. Vous voulez peut-être voir son lieu. Sans réponse, le médecin souleva les couvertures du lit et, à plusieurs reprises, appuya fortement sa main contre le ventre du père Duguay qui, couché sur le dos, la bouche ouverte, ne remuait pas et de temps en temps poussait une plainte étouffée. Puis il hocha la tête, se mit à écrire une ordonnance. Vous lui donnerez une cuillère à soupe de cette potion toutes les demi-heures, recommanda-t-il à la mère Duguay, qui le reconduisait jusqu'à la porte. Pendant qu'il détachait la longe de son cheval et la roulait soigneusement en paquet. « Quoi que vous pensez interrogea-t-elle. Je crains bien qu'il ne passe pas la nuit, répondit-il. Ce n'est du même. Ainsi, voyez-vous ça? Si c'est Dieu possible. Allons, au revoir, dit le médecin, remontant dans son cabriolet. Les chemins sont rudement mauvais par chez vous. Et la voiture s'éloigna, en dansant sur les ressaut de la route, glissant dans les ornières d'où la boue giclait. Demeurée seule, la mère Duguay, d'une main se grattant le nez et de l'autre ramenant sur la hanche le bas de son tablier, réfléchit un instant. Puis elle se décida à traverser le petit verger qui attenait à la maison, à l'extrémité duquel, derrière la haie, entre les pommiers, on apercevait une masure couverte de chaume. Elle héla. « La garnière! Hé! La garnière! Hé !» Au bout de quelque temps, on entendit un bruit traînant de sabots, et une vieille se montra à travers les branches. « C'est-y après mec que t'en as? » cria-t-elle. « Oui, c'est apprêté, la garnière. Je suis toute seule à la maison. Ma fille n'est point encore d'arrivée de la ville. Mon fils est dans le bois à créer des champignons. Il faut que t'ailles chez le pharmacien porter ce papier. Et puis, chez monsieur le curé pour y dire de venir, ben vite, à quand le bon Dieu. C'est-y pour Père Duguay, tout ça? Ben sûr que c'est pour lui. Et qu'est-ce qu'il dit, le médecin? Il n'a rien dit, il a dit seulement qu'il ne passerait pas la nuit. Oh, Vierge Marie, en voilà une histoire. J'ai une idée que c'est les mauvaises fièvres, comme des femmes ou d'hommes. Et puis, il agit tout, hein. Il n'est point trop jeune, le Père Duguay. Et les deux femmes que toutes les commères du hameau de Frelmont étaient venues rejoindre se mirent à causer et à se raconter des aventures miraculeuses de maladies et de médecins. Le père Duguay avait 72 ans, un âge qu'atteignent rarement les paysans, harassés qu'ils sont par la besogne, brisés par les fatigues, épuisés par les nourritures insuffisantes, en un climat presque toujours pluvieux et froid, comme les celui de Normandie. Je le rencontrais quelquefois quand il allait chauffer son vieux dos sur les routes, au soleil, ou bien encore quand il descendait à la ville le vendredi, pour se faire raser,
et acheter sa bouteille d'eau-de-vie. Il marchait péniblement, sa haute taille courbée en arc vers le sol, se soutenant avec un long bâton de cornouiller qu'il avait lui-même, il y a plus de 20 ans, coupé dans une haie. Nos conversations étaient toujours les mêmes. Un beau temps, père Duguay. Ça pourrait bien changer. Le vent n'a point viré dans le bon sens. Ou bien, un chien de temps, père Duguay. Ah, ça pourrait bien se lever, le vent est haut. Les jours de grande gaieté, quand il avait son coup de raide, il ne manquait jamais de me dire, non sans une pointe de malice, en ses petits yeux clignotants, j'en vu un gros lieu va nuit, un salvé là, dans la plante, tout contre la maison. Bien sûr que vous le trouverez dans les betteraves, à mettre Pitot. Hormis cette débauche tant rare de confidence, le père Duguay restait silencieux et songeur, comme sont les vieux chiens, comme sont les vieux hommes des campagnes. Dans sa jeunesse, on lui proposa, sans qu'il lui en coûtât un sou, de lui apprendre l'état de boucher, un bel état et qui rapporte gros. Il refusa net. Paix en fait, dit-il, j'en étais dans la terre, aimais y tout, je serai dans la terre. Son ambition était de louer une petite ferme, mais il n'y fallait pas songer, car il manquait de garantie, et il ne possédait point d'argent pour acquérir l'outillage nécessaire. Il se résigna donc à être un simple ouvrier des champs. Laborieux, dur à la fatigue, économe, honnête et sobre. L'ouvrage lui venait tout seul, fléau en main, et battant le blé sur l'aire chantante des granges, et montant les arbres, charroyant le fumier, labourant, semant. Il se trouvait heureux, et ne demandait rien à Dieu, sinon que cela continuât ainsi toute la vie. Le bon temps, surtout, c'était l'époque des moissons, quand la faux, emmaillotée de paille, et le javelier tout neuf sur l'épaule, il partait faire son out dans la Beauce, d'où il rapportait des poignées d'écus et de belles pistoles. Après avoir longtemps réfléchi, hésité, pesé le pour et le contre, il se maria. Bien sûr, ce n'était pas pour la bêtise. Il s'était passé des femelles jusqu'ici. J'en passerait bien encore. Non, ça ne le tourmentait pas. Même ça l'embêtait plutôt. Et ils avaient besoin d'une ménagère qui lavât son linge, raccommodât ses affaires, préparât la soupe. Et puis, une femme, quand elle sait s'arranger, qu'elle est vaillante et point gauche, au lieu de coûter de l'argent, en rapporte au contraire. Le tout est d'avoir la main heureuse et de ne pas tomber sur des mijaurées et des pas grand-chose, comme il y en a tant au jour d'aujourd'hui. Il choisit une grosse fille, vigoureuse et dégourdie, et franche ainsi qu'un cœur de chêne. Et il vint s'installer avec elle, au hameau de Frelmont, dans une petite maison qu'il loua, jardin et verger compris, 70 francs par an. La maisonnette se composait de 2 pièces et d'un cellier, de beaux espaliers en garnissaient la façade. Le jardin donnait autant de légumes qu'il en fallait, et les pommes du verger, dans les bonnes années, suffisaient à la provision de cidre. Que pouvait-on rêver de mieux? Il eut aussi 2 enfants, un garçon et une fille qu'il envoya, l'âge venu, à l'école, parce qu'il comprenait que dans le temps présent, il était indispensable de posséder de l'instruction. Pendant qu'il travaillait d'un côté, sa femme allait en journée de l'autre, faire la lessive, coudre, frotter chez des particuliers, ou bien aider à la cuisine, au moment de presse, dans les auberges de la ville. Elle acquit à cela une véritable célébrité de cuisinière, et bientôt on ne parla plus d'une noce dans le pays qu'elle ne fut chargée d'en combiner et d'en exécuter les plantureux repas. Fameuse aubaine, car ces jours-là, c'était une pièce de 4 francs en plus de la bonne nourriture et des rigolades que son corsage avenant et ses grosses choux fermes et rieuses lui valaient de la part des jeunes gens. Duguay était bien jaloux de ce que sa femme s'amusa dans les noces, surtout de ce qu'elle se régala de poules à l'huile et de veau à l'oseille, alors que lui se contentait de soupe aux pommes de terre et de fromage. Ben, il ne disait rien, à cause des 4 francs. L'homme et la femme ne se voyaient donc presque jamais, occupés qu'ils étaient, chacun de son côté, et ils n'éprouvaient à cela aucun chagrin, aucun besoin, tant cette situation leur semblait naturelle, tant ils croyaient qu'elle était la règle commune de la vie. Le dimanche, ils se trouvaient quelquefois réunis, mais dès qu'ils avaient supputé les gains de la semaine, ils ne se parlaient plus. Non qu'ils se boudassent, ce qu'en vérité, ils n'avaient rien à se dire. Duguay profitait de ce repos pour tailler ses espaliers, bêcher son jardin, remettre une tuile au toit, une planche neuve à la porte,
casser du bois. Et la Duguette s'en allait commérer dans le village. En dehors du dimanche, elle se réservait le jeudi pour savonner ses affaires, celles de son homme et des enfants qu'elle confiait au retour de l'école à la garde d'une voisine. L'existence eût coulé pour Duguet, toujours pareil, et il eût vieilli heureux, si une cruelle déception, un grand malheur n'était venu lui mettre au cœur une amertume qui avait empoisonné toute sa vie. Son beau-père habitait à une quinzaine de lieues de Freulemont, un village que l'on appelait Le Jarrier. Depuis son mariage, Duguet ne l'avait pas revu, et il ne s'inquiétait pas plus du bonhomme que de l'empereur de Russie. Il apprit même, avec une suprême indifférence, que le vieux était souvent malade, et qu'il avait parfois des attaques si terribles, des coups de sang, que le curé jugea à plusieurs reprises qu'il devait l'administrer. Duguet disait à ce propos, « Pas bien trépassé, si ça fait plaisir. Je n'empêche point. » Il avait décidé qu'il n'irait pas à l'enterrement, ni lui, ni sa femme, parce que 15 lieues c'est loin et que ça coûte gros de voiture. La vérité, c'est que le gendre était parfaitement convaincu que le beau-père ne possédait pas tant seulement un radis. Par conséquent, peu lui importait qu'il vécût ou qu'il mourût. Un matin, Duguet reçut une lettre du notaire qui lui annonçait que l'état du beau-père était désespéré et l'engageait à arriver au plus vite. Son étonnement fut profond. Comment? Il se serait trompé à ce point-là? Comment? Le beau-père qui passait pour être plus pauvre que Job serait maintenant plus riche que défunt Crésus? Ah, ça par exemple, c'était trop fort. Pourtant, il ne pouvait y avoir de doute là-dessus. Si un personnage aussi considérable que notaire daignait lui écrire, à lui, simple Duguet, ce n'était pas pour des prunes. Et l'héritage devait être quelque chose d'extraordinaire. Il se fit lire et relire la lettre. C'est Avérin, se dit-il. Voyons, c'est Avérin. L'autre notaire d'écrirain. C'est clair, c'est évident. Faut battu. Il doit une carriole et un cheval, car il s'agissait d'aller bon train et de ne pas flâner. Durant la route, il s'affermissait davantage dans son raisonnement et comptait par avance les écus du bonhomme. Ah, il y a bien sûr 1300 écus, peut-être plus, se répétait-il en tapant sur le cheval avec le manche du fouet. Peut-être 400. Ça, le notaire ne m'aurait pas marqué, ça, dans une lettre. Peut-être 500. Quand il eut dépassé les premières maisons du Jarrier, quelqu'un qui serait venu lui dire que le beau-père laissait moins de 1000 écus aurait probablement été reçu à coup de trick. En descendant de la carriole, le cœur lui battait bien fort, et la maison du beau-père, chaumière misérable et croulante, lui apparut plus splendide que tous les palais des contes de fées. Duguet en demeura quelques instants ébloui. Un noyer qui secouait ses feuilles jaunies dans la brise lui donna la sensation délicieuse de beaux louis d'or carillonnant, s'entrechoquant et s'éparpillant sur lui en averses magnifiques. Il entra. Mais sur le seuil, il faillit tomber à la renverse. Le beau-père était là, debout, vivant, et qui mangeait de la soupe dans une terrine de grès. La surprise, l'indignation retenaient Duguet, cloué à cette place. Il ne pouvait plus ni entrer ni sortir. Anéanti, il était semblable à l'avare à qui l'on vient de voler un trésor. Et il bégaya. Comment? Vous n'êtes point mort? Vous n'êtes point mort? Point encore, mon gars, point encore, répondit le beau-père sans se déranger. Et en continuant de manger sa soupe, avec une majestueuse lenteur. C'est ben, je m'en vas. Duguet remonta dans la carriole. Sacré roche! Sacré carne! Il fouettait le cheval à bras raccourcis, juré, sacré, tempêté. Le sacré roche! Le sacré carne! On ne savait pas si c'était au cheval que ces épithètes s'adressaient ou bien au beau-père. Vraisemblablement, dans l'état de fureur où se trouvait Duguet, elles s'adressaient aux deux. Le cheval arriva fourbu à Freulemont et creva le lendemain. En voilà pour une couple de 10 pistoles, se dit Duguet. Mais il se consola en pensant que le beau-père finirait bien par crever, lui aussi. Cet incident n'avait pas ébranlé sa confiance, au contraire. Chaque jour qui s'écoulait voyait s'augmenter l'héritage de 100 écus. « Que t'es bête, mon homme, disait la Duguette. Et tâteau, ouais, tâteau, de monter la tête comme ça. Je crois bien que c'est meilleur que nous l'avions cru.
Mais des 2000 écus, comme tu dis, où est-ce qu'il aurait pris cet argent-là, vieux grigou? On ne sait point, on ne sait point, répondait l'obstiné Duguay. Il en était à 3000 écus, quand il reçut une seconde lettre du notaire. Ce coup-ci, c'est le bon, s'écria le gendre joyeux. Enfin, c'est point malheureux, il est mort, ben mort. En effet, la lettre annonçait que le beau-père était bien définitivement mort et qu'il n'y avait rien à craindre, aucune résurrection. Duguay loua un nouveau cheval, une nouvelle carriole, et partit de nouveau pour le Jarrier, sans se presser, s'arrêtant à tous les bouchons de la route, interpellant drôlement tous les gens qu'il rencontrait. Na, ma cocotte! Oh, oh, ma biche! Disait-il à son cheval d'une voix attendrie. Puis il s'adressait directement à son beau-père, le tutoyait, et il se sentait pour lui une immense affection. Ce sacré Bliopé! C'était bien un mauvais homme tout de même. Ah, pauvre bonhomme! En ce moment, il n'eût point donné l'héritage sur 5000 écus. Quand le père Duguay vous contait cette terrible aventure, il avait coutume de s'interrompre à cette partie de son récit, et les yeux hagards, la bouche frémissante de colère, il vous demandait: savez-vous bien ce qu'il y avait à l'héritage? Le savez-vous bien? Ah, malheureux, il y avait en tout 58 francs et des sous. Et là-dessus, fallait payer l'enterrement, le notaire, l'enregistrement. Le diable, c'est quoi? Mais comment cela s'est-il terminé? Eh ben, j'ai eu la fièvre 2 mois durant, et puis j'ai voulu faire un procès à cette mente de notaire. Et puis, la fin des fins, j'ai refusé l'héritage pour faire un niche au bonhomme. Et puis, ça m'a coûté plus de 1300 francs. Oui, plus de 1300 francs. Bon sang de bon sang. Il n'avait pas été heureux non plus, du côté des enfants. Et pourtant, il avait dépensé ben de l'argent pour la restriction. Ah, comme il s'en repentait maintenant. Ouais, il aurait dû faire comme tant d'autres, ne pas les envoyer à l'école, les durcir tout de suite à l'ouvrage. Il n'en serait pas mort, bien sûr, et cela eût peut-être mieux valu, car peut-être son garçon et sa fille n'eussent point aussi mal tourné. Duguay rêvait de faire son garçon, du petit gars Isidore, un cultivateur, non pas un ouvrier comme lui, mais un fermier pour de bon. D'ailleurs, il ne pouvait comprendre qu'on pût choisir un autre métier que la terre. Quand on y était né, du père en fils dans la terre, c'était un testament d'honneur, un héritage de noblesse qu'il eût été criminel de répudier. Il ne manquait pas de feignants pour les autres métiers. Aussi, son chagrin fut-il profond, et grand son désappointement, quand Isidore exprima sa volonté bien arrêtée d'entrer en condition d'être domestique, comme M. Baptiste, le valet de pied du château. Un homme superbe qui éblouissait tout le monde avec ses beaux amis galonnés et sa culotte de nankin plus jeune que du beurre. Qui donc avait bien pu fourrer dans la tête de son fils des idées pareilles? Il commença d'abord par le sermonner, essaya de lui expliquer ce que c'était que la terre, promit qu'il aurait une ferme conséquente, comme les touches à mettre Pitot. Puis Isidore, criant toujours qu'il voulait être comme Monsieur Baptiste, il finit par lui administrer une volée de coups de poing. Au bout d'une année de bourrade, entremêlée de discussions théoriques et de promesses folles, devant une vocation qui ne cédait pas au raisonnement et s'exaltait au coup, Duguay consentit à ce que son fils entrât groom au château sous la direction du superbe Monsieur Baptiste. Domestique, son fils domestique. Elle était finie, cette longue file d'ancêtres aux mains calleuses, aux dos voûtés, qui étaient nés de la terre, qui avaient peiné sur la terre, qui dormaient dans la terre, honoraient des hommes qu'ils avaient nourris, bénis de Dieu dont ils avaient continué l'œuvre de création. Ce lui fut une blessure cruelle, mais son orgueil d'entêté terrien se révolta, et il ordonna qu'on ne lui parlât plus jamais de son fils. Cependant, peu à peu, son chagrin prit un caractère moins dramatique, et la colère se changea en indifférence gouailleuse. En ricanant, il appelait son fils le marquis, et quand la Duguette recevait une note de lui, c'était un thème à plaisanterie qui ne tarissait pas. Après 10 ans d'absence, Isidore, ballotté d'une place dans l'autre, paraissait s'être définitivement établi chez un banquier où les gages étaient très forts, et les bonnes mains très grasses. Il était tout à fait formé, portait la livrée avec une aisance supérieure, montrait à la ville des élégances de dandy, se tenait soigneusement au courant de toutes les anecdotes parisiennes,
fréquenter ce qu'il y a de mieux dans le grand monde des domestiques. Jugeant le nom d'Isidore trop commun pour le valet de chambre d'un banquier, il avait prié son maître de lui attribuer celui beaucoup plus distingué de Justin. À l'office, on disait Monsieur Justin. Monsieur Justin éprouva le besoin de venir passer quelques jours au pays afin d'y étaler le luxe de ses jaquettes, de ses chaînes de montre et de ses souliers vernis. Il voulait jouer de l'étonnement de ses pauvres compatriotes, de la curiosité et du respect que ne manquerait pas de susciter parmi tous ces paysans ahuris la correction de sa tenue. Il fit une balle de s'il possédait de plus précieux, en cravate, gilet, pantalon, et partit pour Frollemont. Le père Duguay, ses outils sur l'épaule, revenait de la besogne journalière quand la voiture qui amenait M. Justin de la gare s'arrêta devant la maison. M. Justin descendit prestement et s'avança vers son père en souriant. Mais Duguay, d'un geste, empêcha l'effusion du retour. Il examina son fils des pieds à la tête avec un air de souverain mépris. Puis il dit froidement « J'avais point de besoin de domestique, mon gars. Je vais dans notre pot tout seul. » Il lui tourna les talons et lui ferma la porte au nez. « Ça ne fait pas pitié, disait plus tard le père Duguay. Figurez-vous qu'il avait des souliers pointus, le marquis, pointus quasiment comme la queue de nous de cochon, et un chapeau qui ruisait plus que le Saint-Sacrement. Quant à sa fille, ça avait été une autre histoire. Et c'était à se demander vraiment ce que le diable avait pu bien mettre dans le corps de ces deux méchants enfants. La Fanchette passait, sans contredit, pour la plus belle fille de la contrée. Un visage avenant, rouge comme une pomme, et toujours gai, des membres solides, des yeux hardis, et avec cela, active au travail, dure au plaisir. Elle avait point sa pareille pour émoustiller les gars. Les galants ne lui manquaient point. Et parmi eux, des lurons qui possédaient du beau bien au soleil. Aucune de Frollemont, de la Boulée Blanche, des Paty, du Bois-Clair, des Quatre Fétus, de Boissy-Maugis, ne pouvait se vanter de voir à ses trousses une telle procession d'yeux ronds, de bouches béantes, de bras en extase. Il y avait surtout le garçon à Maître Pitot, qui ne quittait pas Fanchette d'une semelle. Et le garçon à Maître Pitot, voilà qu'eût été une fameuse affaire. Duguay ne se dissimulait pas toutes les difficultés qui s'opposaient à ce mariage, mais il comptait sur l'adresse de sa fille pour les surmonter. Il espérait secrètement qu'elle saurait, au besoin, se faire un enfant par ce nigaud de garçon en Maître Pitot, et Fanchette, une fois remplie, le tour était bon. Il faudrait, de gré ou de force, en passer par monsieur le maire et par monsieur le curé. Combinaison honnête, après tout, puisqu'on devait se marier et vivre ensemble, ensuite, entre braves cultivateurs. Certes, il n'eut point admis que Fanchette fit la bêtise pour la bêtise. Seulement, puisqu'il s'agissait d'être sérieux et d'aller à l'église, personne ne pouvait trouver à dire à ça. Un dimanche, la Fanchette déclara qu'elle voulait s'accorder avec François Béhu. Duguay avait reçu toute une charretée de foin sur la tête qu'il n'eût pas été plus dûment assommé. « Ah, la sacrée femelle !» s'écria-t-il à cette révélation inattendue. « Ainsi, c'est tout comme le maquis, tant d'être dans la terre. Et il faut des gars de la ville. François Béhu? Non, mais regardez-moi ça, François Béhu, un homme qui n'est seulement pas du pays, un propre à rien, qui ne sait seulement pas connaître la veste d'un chanvre, un feignant qui travaille dans une fabrique, qui a des moustaches. Tu l'épouseras point. T'entends bien? Tu l'épouseras point. Je vous dis, moi, répondit Fanchette, je vous dis que je l'épouserai. Il me plaît, c'est mon idée. Je l'épouserai. Et puis, je l'épouserai. Et puis, il n'a qu'à faire gueuler comme ça. Parce que je me fous de vous. Ah, tu te fous de moi, Matine? Ah, tu te fous de moi? Eh bien, attends. Duguay avait les deux bras levés pour frapper Fanchette, les poings sur les hanches, provocante, les yeux colère, regarda son père bien en face. « Vous pouvez me battre, espèce de grand brutal, dit-elle. Vous ne m'empêcherez rien. Et puis que vous voulez tout savoir, je suis enceinte, enceinte de lit. Oui, enceinte de François Béhu. » Et s'avançant, le col tendu, elle eut craché ce nom, tout près, dans la figure. Étourdi comme par un coup de massue, cinglé par ce nom comme par un fouet à 100 lanières,
Duguay recula en chancelant et laissa retomber ses bras au long du corps, dans un grand geste d'accablement. Il ne comprenait plus. Ses idées sur la justice, la morale, la religion étaient bouleversées au point qu'il ne démêlait plus rien. Pourtant, dans son trouble, une espérance lui restait. Franchette s'était peut-être trompé. Il balbutia. Ah, t'es sûr que c'est de lui? Rappelle-toi, t'es bien sûr que ce n'est pas du garçon à mettre Pitot? La Franchette haussa les épaules. Vous me prenez donc pour une sale? Vous voudrez peut-être que je couche avec tout le monde? Non, certainement, il ne le voulait pas, mais le garçon à mettre Pitot n'était pas tout le monde, sapristi, puisqu'elle avait tant fait de coucher avec quelqu'un pour n'avoir pas choisi celui-là, un brave et honnête homme, qui est possédé de la religion, et une ferme superbe. Jamais, non, jamais on ne lui ferait admettre pareille chose. Ainsi, c'était donc fini. Des beaux rêves qu'il avait formés pour l'établissement de ses enfants, aucun ne devait se réaliser. Tous les deux, le garçon et la fille, déshonoraient son nom. L'un en récurant les pots de chambre des nobles, l'autre en s'amourachant d'un méchant gars, venu d'on ne sait d'où, passant son temps dans les fabriques, à faire on sait quoi. Un joli monsieur qu'il aurait pour gendre. Ivrogne, débauché, prodigue, républicain, cela va sans dire, comme sont les ouvriers des usines. Ah, cela lui promettait de l'agrément. D'ailleurs, n'avait-il pas des moustaches, ce François Béhu? Et les moustaches, tout était là. De même que les paysans de sa race, adorateurs des habitudes anciennes, gardiens sévères des traditions. Duguay haïssait des gens, cultivateurs et ouvriers qui portaient moustache. La moustache, pour lui, représentait la révolte, la paresse, le partage social, toutes les aspirations sacrilèges qui soufflent des grandes villes sur les campagnes. Tout un ordre de choses effroyables et nouvelles, auxquelles il ne pouvait penser sans que ses cheveux se dressassent d'horreur sur sa tête. Le vice, le crime, les révolutions, ce qui l'inquiétait quand il avait le temps de songer, lui apparaissaient sous la forme symbolique de moustaches hérissées terriblement. Et c'était juste, car depuis qu'il existait, ceux qu'il avait vus, à Frelmont et ailleurs, d'insoumis à la terre, de mauvais sujets, de braconniers dangereux, de voleurs et d'hommes vivant en concubinage, tous avaient des moustaches, comme François Béhu. Enfin, de même qu'il avait cédé aux fantaisies d'Yzeure, et il ne s'opposa pas à ce que Franchette épousât le moustachu, disant pour se consoler que les coups qu'elle recevrait, ce ne serait pas bien lui, bien sûr, qui les sentirait. La noce fut célébrée assez gaiement, il y eut les violons, et la Duguette confectionna un repas succulent, où chacun se grisa de cidre bouché et de poirée. Maintenant, le bonhomme était vieux. Ses cheveux avaient blanchi sur sa figure rouge et ravinée par les rides. Son grand corps maigre, jadis si robuste, se cassait en deux et s'inclinait de plus en plus vers la terre. La force abandonnait ses membres qui tremblaient sous le moindre fardeau, s'épuisaient à la moindre fatigue. Il dut se résigner à quitter le travail. Le soir qu'il revint pour la dernière fois, avant de remiser au fond du cellier ses outils désormais inutiles, le père Duguay alla dans le jardin d'où l'on apercevait, par-dessus la haie d'épines taillées, les champs qui s'étendaient au loin. Sous le ciel crépusculaire, les champs s'endormaient, toujours forts, toujours beaux. La sève battait en eux comme bat le sang aux veines des jeunes gens. Et longtemps, il contempla cette terre, la terre bien-aimée, la terre triomphante, la terre que la neige des hivers ne refroidit jamais, que ne dévore jamais l'incendie des étés, qui renaît toujours plus splendide de cet éternel enfantement sur laquelle les hommes, les idées et les siècles passent, sans y laisser de traces de leurs querelles, de leurs avortements, de leurs ruines. Laté, où bientôt il reposerait ses bras, devenus trop faibles pour l'étreindre, où il coucherait ses reins, devenus trop vieux pour la féconder. Les blés remuaient doucement, froissant leur chaume, les avoines pâlissaient, ondulaient, pareilles à la brume légère qui monte des prairies. Les trèfles, qu'un reste de lumière frisante accrochait, saignaient par places, et dans la rougeur du couchant, les pommiers tordaient leurs chevelures fantastiques, ou montraient leurs profils grimaçants de sorcières. Une femme passa, qui chassait sa vache à coups de gaule. Il entendit le piétinement d'un troupeau de moutons qui rentrait à la bergerie, puis une voix lente qui s'éloignait, chantonnant. « Fauche à la pluie, camarade, fin de soleil, le foin est bon. »
et pour la première fois de sa vie, le père Duguay pleura. Sa femme et lui avaient, sou par sou, amassé 400 francs de rente, sans compter les profits de la Duguette, qui continuait d'aller en journée et qui, plus que jamais, était demandée pour les repas de noces. Avec cela, on pouvait vivre à l'abri du froid et de la faim, tranquille, heureux, sans rien mentir à personne. Pourtant, le père Duguay était loin d'être heureux. D'abord, il ne sut que faire de ces journées qui lui semblaient bien longues et bien vides, tout chose, tout vague, et il errait du verger au jardin, sarclé de ci, bêché de là. Mais ce menu travail, qu'il réservait autrefois à ses distractions dominicales, ne suffisait pas à l'occuper pendant toute la semaine. Non, l'état de rentier n'était point son affaire, et jamais il ne pourrait s'y habituer. S'ingéniant à se créer des besognes qui trompassent son ennui, il fabriqua une échelle, remplaça les vieilles lisses du verger par des neuves, bâtit un hangar avec des débris de bois qu'il avait, et quand ce fut fini, il se trouva tout penaud devant ce terrible problème. Que faire? Il songea alors à élever des poules et des lapins. Les poules, ça l'amuserait. Il irait couper de l'herbe tous les jours pour les lapins, et le temps passerait. Comme c'était un brave homme, un travailleur méritant, et qui jouissait dans le pays d'une grande réputation d'honnêteté, il eut la chance d'intéresser à son sort les maîtres du château qui l'employèrent parfois à diverses fonctions peu fatigantes, comme d'entretenir les allées, ramasser les feuilles mortes, et servir de modèle à la demoiselle qui faisait de l'aquarelle. Cependant, bien que peu à peu, le père Duguay eût repris ses habitudes régulières, il s'ennuyait. Il avait la nostalgie des champs. Souvent, quand le temps était beau, il s'en allait, à travers la campagne, revoir les camarades qui fauchaient ou qui engerbaient. Mais il rentrait de ses promenades mécontent, avec un dégoût plus violent de son existence oisive, avec des pensées pénibles qui s'en enfonçaient davantage dans les mélancolies et les regrets poignants du passé. Son caractère aussi s'aigrissait. Tout lui était sujet à dispute, à récrimination. Il devenait exigeant, tracassier, irritable, mauvaise langue. Lui qui jadis supportait si facilement les continuelles absences de sa femme, et lui en voulait tout maintenant de toujours courir dehors, l'accuser de l'abandonner, de s'entendre haïr les enfants pour le laisser mourir, si ce n'était pas malheureux à son âge, après avoir tant travaillé, de rester seul, du matin au soir, comme un pauvre chien galeux, d'être obligé de faire sa soupe, de jamais manger un bon morceau, pendant que sa femme s'amusait dans les noces ou chez les pratiques, était grassement nourrie, ne manquait de rien. Et lorsqu'à midi, le bonhomme se retrouvait tristement devant l'éternelle terrine de grès, pleine de soupe, quelquefois de soupe froide de la veille, la pensée que la Duguette, les yeux luisants, les joues allumées, se gavait gaiement de tripes et de fricassés, le mettait en rage, et il se disait « Ah, se fout de ça! Mais ça ne peut point durer! Non, ça ne peut point durer! » Il rêvait alors de s'en aller très loin, de tout planter là, de recommencer, seul, une existence nouvelle, de labeur. Entrevoyait la possibilité de divorcer. Ah, pourquoi s'était-il marié? À quoi cela avait-il servi de prendre une femme, sinon à l'abreuver d'ennui et de peine? Les jours où la mère Duguay consentait à rester à la maison, il partait dès l'aube avec une croûte de pain en sa besace et jusqu'à la nuit, dans la sapée. Il rôdait sous prétexte de ramasser du bois mort. Les années et les années passaient sur les trois événements importants de sa vie: la mort du beau-père, le départ de son fils, le mariage de sa fille, sans en effacer les souvenirs chagrinants. Et il continuait d'en parler, avec une amertume qui chaque soir grandissait. Le marquis, de plus en plus brillant, n'avait fait que 2 courtes apparitions en Frelmont. Quant à Mame Béhu, elle venait tous les dimanches chez son père, avec le moustachu. Mais à peine si le bonhomme semblait s'apercevoir de leur présence. D'ailleurs, la plupart du temps, il profitait de ces visites qui l'importunaient pour courir les champs ou se livrer à quelque occupation mystérieuse, au loin. Outre qu'il gardait rancune à Franchette d'avoir trompé ses espérances, en épousant François Béhu, il ne pouvait souffrir les nouvelles allures de la belle dame qu'elle avait prise à la ville. Il haussait les épaules de la voir, attifée comme une caricature, sans bonnet, les cheveux au vent, un chignon relevé sur la tête, et des mèches qui s'ébouriffaient sur le front, pareil aux poils des chiens de berger. Et c'étaient des manières de parler, grasseigantes et précieuses, des balancements étudiés du derrière, des singeries bourgeoises, qui lui faisaient pitié.
Parfois, en l'honneur de sa fille, la Duguette préparait un bon souper. Elle tuait un poulet ou bien faisait un civet avec un lapin. Le vieux alors s'emportait. Et il défendait qu'on touchât à sa volaille et à ses lapins, parce que c'était à lui, rien qu'à lui, qu'il avait le mal de les soigner, qu'il voulait avoir le plaisir de les manger tout seul, ou de les vendre au marché, si c'était son idée. Ah, ce n'est pas pour lui, bien sûr, qu'on ferait tant d'embarras. Sa femme avait-elle songé, une fois dans sa vie, à lui fabriquer quelque chose de bon? C'était pour elle, et pour les autres, jamais pour lui. Il en avait assez d'être grugé par un temps de mangeux, de feignants, de vauriens. La Franchette et le Moustachu mangeraient de la soupe, comme lui. Et si ça les dégoûtait, ils pourraient bien rester chez eux à se régaler. Ils ne empêchaient pas, au contraire. Ce serait un fameux débarras. Et le père Duguet s'asseyait, bougonnant à un coin de table, devant sa soupe, qu'il avalait avec ostentation, et qui, misérable et froide, protestait héroïquement contre la succulence du suvet, que les autres dévoraient en claquant de la langue. Il se couchait ensuite, menaçant de tout flanquer dehors, table et gens, et si on ne se taisait pas, et si on ne laissait pas dormir tranquille, c'était bien le moins qu'il fût le maître dans sa maison. On commençait dans le pays à jaser beaucoup sur le compte de Franchette. Il paraît que c'était pas grand-chose de propre, et en ville, maintenant, elle avait une réputation détestable. Un jour dans le bois Giroux, un autre jour dans un champ de blé, la femme engendrin l'avait surprise, avec des hommes, en train de faire autre chose que de la dentelle. Même chez elle, les galants venaient en procession, l'un après l'autre, des jeunes gens, des hommes mariés, jusqu'à des messieurs. Il y avait eu des scandales plusieurs fois, on s'était battu. Une véritable honte, enfin. D'ailleurs, Franchette ne se cachait plus. Et si elle continuait de la sorte, bientôt, on la verrait pire qu'une chienne, étaler ses saletés en pleine rue. Le père Duguet apprit tous ces détails avec une joie profonde. Pourtant, il voulut douter et prétendit d'abord que c'était des histoires de mauvaise langue. Des vengeances de femmes, jalouses de Franchette. Mais quand on lui donnait des preuves irrécusables de l'abominable conduite de sa fille, son contentement ne connut plus de bornes. Ce n'était point que Franchette s'amusât qui le rendait bien aise. Oh non, car avant tout, il tenait pour la morale. Et il avait sur l'honnêteté des femmes et sur la religion des opinions très arrêtées. Mais puisque le mal existait, il pouvait bien se réjouir de ce qu'il tomba, aussi à propos, sur la tête de François Béhu, et disait « C'est ma faiblesse, car pourquoi que l'a épousé ?» Et la pensée que le Moustachu se trouvait malheureux et ridicule, qu'il pleurait peut-être, qu'il n'osait plus se montrer dans les rues, les petits yeux du vieux paysan se bridaient sous un rire cruel, atroce, sinistre. À partir de ce moment, ses allures s'adoucirent un peu vis-à-vis de sa fille, qui le vengeait de François Béhu. Il daignait plaisanter avec elle, et se surprit même, dans un élan de reconnaissance, à l'embrasser sur les deux joues, ce qui n'était pas arrivé depuis 10 ans. Lorsque dimanche ils se trouvaient tous réunis, quoiqu'il fût resté intraitable sur la question de la volaille et des lapins, il causait, s'animait, racontait des histoires de cocus, cyniques, obscènes, et son regard méchant allait sans cesse de Franchette, toujours rieuse, à Béhu, triste et soucieux. La tristesse de son gendre, qu'il n'avait remarqué que depuis qu'il connaissait ses malheurs, le conjugaux, lui était une douceur qui le payait de toutes ses déceptions passées. Il était impitoyable en ses plaisanteries. Celle qu'il jugeait la meilleure consistait à tâter le front du Moustachu et à lui dire « Où donc t'as là, mon gars? On dirait qu'il te pousse quelque chose. » Et l'infortuné Béhu, pris chaque fois à la farce du beau-père, portait machinalement les mains sur son front, rougissait, roulait des yeux doux et résignés comme ceux des bœufs, tandis que le bonhomme se tordait de rire, répétait « Quoi donc qui pousse? Quoi donc qui pousse ?» Cette gaieté intermittente ne modifia en rien son caractère qui s'affirmait de plus en plus tracassier et despotique. Un matin, le père Duguet se réveilla avec une tête lourde et de fortes douleurs au ventre. Il se leva néanmoins et, tout en geignant un peu, vaqua ses occupations coutumières. Mais ses pauvres bras, mous comme des chiffres, refusaient de lui obéir. Ses jambes tremblaient, pareilles à des roseaux battus de vent. Et puis un grand froid l'envahissait. Bien qu'il se sentît très souffrant, il ne voulut rien changer à son régime, qui se composait d'une poire. Bien qu'il se sentît très souffrant, il ne voulut rien changer à son régime, qui se composait d'une poire le matin, de la soupe à midi et de la soupe encore à 6 heures. En vain, sa femme essaya de le soigner, lui faire prendre une nourriture meilleure,
il ne voulut entendre parler de rien. Au mot de médecin, il entra dans une colère terrible. Cependant, le mal empirait. Les douleurs du ventre devenaient plus violentes, intolérables. Sa respiration oppressée faisait un bruit de vieux soufflets percés. Sa tête lui était si pesante sur les épaules qu'il ne pouvait plus la porter droite, et qu'il lui semblait que ce poids entraînait tout son corps dans un vertige. Il s'alita. Dans le lit très haut, drapé d'indienne sombre, le père du guet, couché sur le dos, la bouche grande ouverte, ne remuait pas. À peine si la pâleur de la mort prochaine teignait son visage bruni d'une lividité douteuse. Les deux bras, hors des couvertures, s'allongeaient inertes sur des draps de lin gris, et ses mains énormes aux doigts noueux, presque noirs, ressemblaient aux racines d'un arbre arraché du sol par la tempête. Rien ne vivait en lui que ses yeux, ses petits yeux, qui laissaient filtrer entre les paupières serrées la flamme mourante d'un regard dur et colère, comme filtre entre les lames d'une persienne un reste de jour qui agonise. Quoiqu'il ne bougeât plus et qu'il ne répondît point aux questions qu'on lui adressait, le moribond se rendait compte très nettement de ce qui se passait autour de lui. Il avait vu le curé s'approcher de lui tout à l'heure. Il avait entendu chuchoter des prières, parler de Dieu et l'exhorter à bien mourir. Et il voyait, par la porte ouverte, le dernier soir tomber sur la campagne en grandes averses d'or et de pourpre. Les oiseaux se poursuivent sur les branches du hêtre et saluer de leur roulade sonore le deux profondis du soleil qu'il ne contemplerait plus. Il voyait les voisines s'arrêter sur le seuil, tendre le cou, marmotter quelques paroles d'une voix basse et s'en aller, traînant leurs sabots dans le chemin. Mais tout cela ne l'intéressait pas. Isidore, en veston quadrillé, le chapeau sur la tête, épluchait les champignons qu'il avait cueillis dans le bois. Franchette, les cheveux plus ébouriffés que jamais, tricotait, indolente, une capeline de laine noire, et la Duquette, très affairée, les manches de sa robe relevées jusqu'au coude, troussait magistralement un poulet pour le repas du soir. Il ne perdait aucun des gestes de sa femme, et son regard allait de sa femme au poulet. Et voilà ce qui l'absorbait tout entier à cette heure auguste et terrible, le poulet. Le poulet qui synthétisait les rancunes de sa vie avare et sans bonté, les amertumes de sa vieillesse égoïste et délaissée. Aucun souvenir heureux du passé, aucune terreur de l'avenir dans lequel il entrait, ni une émotion, ni une larme, ni un repentir, ni ce besoin qu'ont les plus farouches de sentir dans leurs mains qui se glacent, la douce chaleur d'une main aimée et le souffle consolateur d'une lèvre chétie sur leurs lèvres qui se referment à jamais. Il n'eut même pas une pensée pour la terre qu'il avait quittée et qu'il allait retrouver, la terre qui avait été la seule affection de sa vie, et qui pouvait être le pardon de sa mort. Ne lui avait-il pas dit adieu un soir dans le jardin, et cet adieu le séparait pour toujours de ce que son âme avait contenu de bon, de grand, d'humain. On dit que les anges viennent, les ailes déployées, au chevet des moribonds, recueillir leurs dernières prières pour l'emporter aux cieux. Son ange à lui, c'était le poulet vorace et barbare, qui crevait les yeux, lui mangeait le cœur, lui rongeait le foie. Il essaya de rassembler ce qui lui restait de force, afin de pousser un cri de colère, mais le cri avorta dans une plainte si faible qu'à peine on l'entendit. « Donne donc une cuillerée de potion à ton père, dit la mère du guet à Fanchette. Attendiment que je vais mettre le poulet à la broche. Fanchette tenta vainement d'introduire la cuillère entre les dents serrées du père du guet, et le liquide se répandit, coula de chaque côté de la bouche, jusque dans le cou et sur la poitrine. Elle essuya doucement avec le coin du drap, et ensuite elle regarda son père. L'œil du vieillard qui se fixait sur elle était, en ce moment, si hideux et si effrayant qu'elle s'enfuit aussitôt, secouée d'un frisson. La nuit arrivait, par la porte toujours ouverte, on n'apercevait plus au-dessus des masses sombres des arbres qu'un pan de ciel limpide, où déjà s'allumaient les étoiles. En entrant chez eux, les gens s'arrêtaient devant la maison, demandaient des nouvelles, et dans le chemin, passaient des profils vagues d'hommes et de bêtes. La chambre n'était éclairée que par la flamme de la cheminée qui faisait danser au mur et au plafond de grandes ombres fantastiques, projetées sur le lit une clarté rouge émouvante. À plusieurs reprises, un chien jaune vint, en rampant, flairer le poulet, et la Duguette fut obligée de le chasser à coups de torchon. L'agonie commença.
D'abord, ce fut un petit râle, un ronflement doux et profond, comme un ronron de chat. Puis, pareil à un soufflet de forge, le bruit s'enfla, coupé de sifflements et de hoquets. Le père Duguay, allongé dans la même position, demeurait immobile. Seules ses grosses mains remuaient, se tordaient, gradaient la toile, avec des mouvements crispés. Une sueur glacée ruisselait sur son visage qui se contractait et prenait des tons terreux de cadavre. Isidore et Fanchette se tenaient près du lit, et la mère Duguay allait sans cesse du chevet du mourant au poulet qu'elle arrosait du beurre grésillant de la lèche frite. Bientôt les râles s'affaiblirent, cessèrent, les mains reprirent leur immobilité. C'était fini. Le père Duguay n'avait pas bougé, et son œil, qui ne voyait plus et qui conservait dans la mort son regard méchant et cruel, était fixé, démesurément agrandi, sur le poulet qui tournait au champ de la broche et se dorait au feu clair. « Et les mots » dit la mère Duguay, après avoir posé la main sur la poitrine de son mari. « Fanchette, passe-moi le miroir, que tu mettes tout de même sous le nez. » La glace ne se ternit pas. « Eh bien, mot » répéta la mère Duguay. Isidore et Fanchette se penchèrent un peu sur le cadavre de leur père et soulevèrent l'un après l'autre ses bras qui retombèrent lourdement. « Ouais, dirent-ils, il est bien mort. » Tous les trois, très embarrassés, y restèrent pendant quelques minutes silencieux. « Je ne croyais pas qu'il passerait si vite, » reprit la mère Duguay, hochant la tête. « Enfin, elle était post-mode, bien sûr, père Duguay. Ben, ça fait tout de même du chagrin. » Et montrant le cadavre, elle ajouta d'un ton presque respectueux. « Souperons dans la pièce à côté. »